Lights, camera, action! Aujourd'hui à l'émission, Back to the Future, The Lego Movie et Les Misérables. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy à Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de la cinéphilie de la personne que je reçoa. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec une chanteuse que vous avez sûrement déjà remarqué pour tous ses passages à la télévision, à la radio. Vous l'avez peut-être suivi sur Twitch. C'est quelqu'un qui aime jouer avec la musique, la parodier et s'amuser intelligemment avec les textes. Elle se qualifie elle-même d'être un petit bout de femme. Andy Saint-Louis, allô? Hello Guy! Comment tu vas? Ça va toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir jaser de film avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça me faisait sortir de chez nous. Oui. Ben, les occasions sont rares de sortir de ce temps-ci. Dans ton background, tu as fait l'École nationale de la chanson de Grand Bay. On a pu te voir à La Voix en 2014. Tu as été directrice musicale sur l'émission Un cocktail sous la couette avec Chantal Lamarre et Catherine Etier. Tu as sorti des albums Chronique d'un petit bout de femme en 2019 et l'album que tout le monde attendait en 2021, album pandémique, c'est... Il n'y a pas un choix qui savait que j'allais sortir, en fait. Comment? Il n'y a pas un choix qui savait que tu allais sortir ça? C'est ça. C'était vraiment pour le plaisir dans mon salon, dans mes affaires. Donc, pourquoi ne pas l'appeler l'album que tout le monde attendait? C'est bien parfait. Il y a un petit côté... En étant moins dramatique, mais il y a un petit côté qui m'a rappelé Inside de Bo Burnham. Ah oui, ben oui. Oui. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. En fait, la plupart du monde, quand ils ont vu le documentaire de Bo Burnham sortir, j'ai eu plein de messages. « Va écouter ça, c'est ton âme sœur, mais tu le sais pas encore. » Donc là, je suis allée écouter, puis effectivement, OK, je comprends d'où vient la folie semblable. Ouais. On a pu te voir depuis 2 ans dans les revues Scram des Pile-Poil. Oui. Dans une parodie de Beau Dommage en 2020. Et cette année, tu as eu ton grand rôle en faisant Marie-Mé. Oui. Dans une parodie, dans une chanson qui se moquait, peut-être pas toujours gentiment de Marie-Pierre Morin. Qui écorchait gentiment, mettons. Qui écorchait, oui, on va, gentiment. Je sais pas si c'est le meilleur mot. Avant qu'on rentre dans ta liste, je demande toujours à mes invités, puis toi, ça va revenir, j'ai l'impression, tout au long des films dont on va parler, mais c'est quoi les films qui ont marqué ton enfance? Avec quoi tu as grandi? J'ai grandi avec les films de mes parents, évidemment, ce que mes parents écoutaient. Un film qui revenait beaucoup quand j'étais jeune, c'était Mission Cléopâtre. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Le film préféré de mon père. Okay. On le connaît par cœur. C'est un film qu'on écoute à chaque année depuis qu'on est jeune et c'est un des plus grands classiques qu'on a. Un de ceux qui va revenir plus tard aussi, c'est le Back to the Future, la trilogie. Ça, c'est la trilogie aussi préférée de mon père, puis il nous a transmis cette obsession-là, en tout cas à moi. Oui. Puis plusieurs autres films qui ont marqué un peu mon enfance. Je dirais beaucoup les Walt Disney parce que quand j'étais jeune, le fait que le dessin animé mélange l'histoire, la chanson... Et c'est vraiment épique, c'est vraiment des mélodies qui restent en tête, c'est vraiment... puis il y a moi, ça m'a vraiment marqué. Puis en fait, avant que je sache que la comédie musicale existait, mais le film de Walt Disney, c'est ce qui était le plus proche, qui s'en rapprochait le plus, puis qui me fascinait beaucoup. Puis on pourra revenir dans tes plaisirs coupables avec les films de Disney. Je pense qu'on va en avoir beaucoup à dire là-dessus, parce que j'ai aussi beaucoup grandi avec ces films-là. Ah oui? Puis Astérix Mission Cléopâtre aussi, là. Imhotep. Ah non, c'est un classique, là. Puis, il est où le Magno? Ils ont mangé le Magno? Ils ont mangé le Magno. Puis, évidemment, le grand monologue de Otis. Ben oui. Puis, tu peux écouter ce film-là une dizaine de fois et trouver des nouveaux petits Easter eggs, des petits œufs de Pâques. Je sais pas s'il y a une traduction pour Easter egg, là, pour... œufs de Pâques. œufs de Pâques, peut-être. Mais à chaque fois, j'en découvrais encore des nouvelles blagues que j'avais pas saisies dans le temps.
On a écouté beaucoup les grands classiques aussi. Tout ce qui était Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, dans nos films là, on a écouté les making-of de ça, les parcs thématiques qui sortaient de ça. Ouais. C'était une grande réunion familiale d'écouter un film le soir, le dimanche, là, après la fin de semaine. Je comprends tout à fait. Rentrons dans ta liste justement avec la trilogie de Retour vers le futur, Back to the Future. 3 films qui ont été produits en 85, 89 et 1990, réalisés par Robert Zemeckis. Tous les films mettent en vedette Bob Zemeckis, Bobby, ça met en vedette Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson et Thomas F. Wilson. Thomas F. Wilson dans le rôle du méchant Biff Tannen. Peux-tu me faire un court résumé de cette fabuleuse trilogie qui est Back to the Future? Ben oui, pour ceux qui ne connaissent pas Back to the Future, les 3-4 auditeurs qui ne sauront pas c'est quoi. En gros, Back to the Future, c'est l'histoire d'un jeune qui est au secondaire, puis qui est ami avec un savant fou, disons, là, comme ça, un scientifique qui est très intelligent, qui invente constamment et qui a inventé une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean, qui est une vieille voiture dont les portes ouvrent un peu comme un vaisseau spatial sur le côté. Ouais. Donc, la voiture, dès qu'elle atteint 88 miles à l'heure, elle démarre et elle s'en va dans le temps, là où ça a été prédestiné, en tout cas, déterminé au préalable. Et Marty, dans un concours de circonstances, d'un coup que tu l'as pas vu, le film, je te spoil rien, il se ramasse en 1955. Ouais, 30 ans plus tôt. 30 ans plus tôt, et ils sont en 85 à l'époque. Ouais. Et il rencontre ses parents, donc il se ramasse à l'époque où ses parents étaient dans la même ville où lui, il est, et il doit essayer de retrouver le Doc et revenir vers le futur. Donc, le premier, ça, c'est le premier film. Les deux autres sont un peu plus... oui, dans le deuxième, on va dans le futur, puis le troisième, c'est le western. C'est ça. C'est toute la grosse affaire. Puis moi, ce que j'adore de ce film-là, c'est que le premier film a été écrit pour être seulement ce film-là. Ils ont fait, et ça a été vraiment long avant que les deux Bob réussissent à trouver quelqu'un pour le... Oui, Bob Dale. Je sais que c'est Bob au carré. Là, c'est deux Robert, en fait, qui ont travaillé sur le film. Puis ça a été vraiment long avant qu'ils trouvent un studio qui voulait les produire. Donc, ils ont juste prévu le premier film. Fait que ça a été tellement populaire après que les deux autres films ont été filmés en même temps. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de voir la différence dans le premier film où on voit tout le setup des années 50 et dans le deuxième, on voit le même setup des années 50. Ils ont tout recréé, mais ils n'ont pas tourné ces deux films-là en même temps. Ils ont tourné ça et ils ont tourné le Far West puis les 50. Puis ils ont retourné des séquences du premier dans le deuxième. Oui. C'est tellement le fun. C'est tellement satisfaisant de revoir la même scène mais sous un angle différent. Exactement. Puis tu dis, tous les figurants qui ont joué dans le premier film, puis là, tout le monde va dire, OK, on rappelle tout ce monde-là, vous allez retourner les mêmes scènes qu'on a faites il y a des années. Fait que moi, ça m'a vraiment marqué quand j'ai vu le film en premier. J'ai vraiment aimé comment c'était fait. Je trouve que ça a bien vieilli, malgré tout. Oui. Les effets spéciaux, il y en a qui ont vieilli, là, mais... La DeLorean reste belle, ça reste iconique. Tu peux pas trouver que c'est laid, la DeLorean. C'est ça. Puis dans ce film-là, avant... dans la vraie vie, peut-être que c'est autre chose. Là, mais... Puis c'est aussi avant l'époque où on utilisait beaucoup d'effets spéciaux. C'était encore très mécanique dans le temps. Ouais. L'époque où ce qui a commencé à avoir plus d'effets spéciaux, c'est les années 90-2000. Là où ce que les gens se sont dit, on peut en faire, on va en mettre partout. Et ça vieillit mal. Là, on le voit aujourd'hui. Les Star Wars, la seconde génération, là, on voit toute la place d'avoir des marionnettes. Ils ont tout créé en CGI. Puis là, tu fais comme, OK, là, on le voit bien. Mais les années 80, 85, 70-80, mais c'était beaucoup plus mécanique. Donc, ça vieillit vraiment mieux. Ouais. Quand je t'ai envoyé l'invitation pour venir au podcast, tu m'as dit « Hey, je veux venir parler de films, c'est cool parce que je suis quelqu'un de nostalgique. » Oui. Puis toutes les personnes qui m'ont parlé de Back to the Future, je leur pose toujours la même question, mais moi, c'est une question qui m'obsède. Si je t'offre la possibilité de rentrer dans une DeLorean, tu t'en vas quand? Je sais pas. J'ai toujours voulu voir les années 20. J'aime vraiment Les années folles? Oui, les années folles. Il y a 100 ans, ça fait 100 ans. Ça fait 100 ans, ça, on est dans les années 20 présentement. Oui. Là. Moi, j'aimerais ça voir à quoi ça ressemblait. J'irais faire un tour. J'irais pas vivre là parce que c'était un peu de la merde pour les femmes, là, mais... un peu, oui. Mais l'époque du swing, l'époque des soirées Gatsby...
la prohibition, l'espèce de rébellion. Il y avait quelque chose ça bouillonnait, je trouve, ces années-là. C'était... Ouais, j'aimerais vraiment voir de quoi ça avait l'air. Puis, dans tes chansons, de ce que j'entends, de ce que tu fais sur Twitch, tout ça, il y a beaucoup de... Tu reprends beaucoup les styles des années pour ton plaisir, des styles de toutes les époques. Qu'est-ce que t'aimes de la vieille musique? L'organique de la vieille musique. Moi, j'aime quand c'est... Moi, j'adore le big band. J'aime le son d'un big band. J'aime le son des Donc, brasses. encore les années 20, les années 30. Oui, c'est ça. Ben, en fait, la comédie musicale reprend beaucoup de ça. Les premières comédies musicales font plus de ça. Là, font des shows big band. Quand on pense à... j'ai un blanc, mais ça se passe sur un bateau. Puis... Anything you can do, I do can better than you. C'est... J'ai un blanc! Mais bref, c'est un classique de comédie musicale. OK, mais attends, ça se passe sur un bateau? Oui, ça se passe sur un bateau. J'ai donc Titanic de musical. Oui, c'est vraiment, vraiment joyeux comme comédie musicale. Ben oui! Sinon, c'est l'histoire d'un... Du moins que le iceberg se met à chanter, puis que oui, il est comme c'est ça. Je suis le iceberg. C'est le méchant de l'histoire, en fait. Oui. L'iceberg qui chante. C'est comme Be Prepared, mais à la place d'être sur un gros roche à la fin, c'est l'iceberg qui grandit. C'est ça. Vous coulerez. Puis t'es comme Ah! Oui, exactement. C'est la version de musical. Non, c'est l'histoire d'un je vais le retrouver, le nom. J'ai vraiment un blanc, mais c'est un criminel qui se cache sur un bateau. Puis les gens sur le bateau cherchent, il y a des policiers qui cherchent un criminel. C'est quasiment théâtre de claquage de porte, mais comédie musicale et très bien amenée. C'est une vieille comédie musicale, mais qui joue beaucoup big band, qui joue beaucoup avec les duels de chansons. Ils jouent avec les étages aussi. C'est vraiment, vraiment le fun. Je vais retrouver le nom. Pour vrai, les auditeurs, les auditrices, si vous le savez, écrivez-moi. Si vous le savez. Mes connaissances en comédie musicale ont certaines lacunes. Celui-là, c'est plus niché un peu. Il y a ça qui est un peu moins connu. On connaît vraiment les classiques, les Rent, même Wicked, qui est un petit peu plus connu. Mais ceux-là, c'est plus vieille comédie musicale, là, comme aussi... il y a Catch Me If You Can. Je sais pas si tu connais le film, la comédie musicale. Pour vrai? Écœurante. Mais étonnamment, ça s'y prête bien. Oui, vraiment bien. Le gars qui fait le détective a gagné d'ailleurs un Tony pour sa performance dedans. Puis il est juste écœurant. Lui qui fait Tom Hanks dans le film. Oui. Il y a une chanson... ça vaut la peine, il y a des versions sur scène de cette chanson-là, à des présentations de prix comme les Tony Awards. Et ça vaut vraiment la peine, c'est Don't Break the Rules, c'est le nom de la chanson. C'est vraiment excellent. Puis toute la comédie musicale est faite avec justement les big bands, tu vois, les filles qui ont été engagées pour la comédie musicale. C'est les grandes filles avec toutes les kits quand elles sont sur les avions, hôtesses de l'air. C'est les mêmes filles qui font aussi les infirmières, à toutes les places où le jeune homme se ramasse. C'est bien cool. Puis effectivement, c'est encore tout avec les instruments de style big band, de style beaucoup de cuivre, beaucoup espèce de gros tambours, là, gros kits de drum. Oui, c'est ça. On joue avec les tom floors. Puis c'est vraiment très vivant. Puis c'est juste... j'adore cette espèce d'énergie-là. Ouais. Puis je reviens un peu à Back to the Future, mais ce film-là me fait toujours poser la question... Si je retournais, moi, dans les années 70-80, voir mes parents jeunes, qu'est-ce que ça me ferait, toi? Aimerais-tu voir tes parents quand ils étaient fin de l'adolescence, début de l'âge adulte? Oui, parce que j'en sais un peu sur mon père quand il était jeune, puis à ce qui paraît, c'était une grande échalote mince, drôle, petit clown, puis mon père était encore petit clown, mais il est rendu super bâti, puis je serais curieuse de voir comment il était quand il était jeune. Ma mère aussi, il paraît qu'on était très semblables, fait que j'aimerais beaucoup. Ouais, ça serait vraiment intéressant de voir. Mais toi aussi, je suppose que t'aimerais... Oui, totalement, puis moi j'ai une fascination pour... Moi, je viens de Gatineau, puis j'ai une fascination pour cette ville-là, pour son histoire, puis je voudrais juste me promener dans les rues que je connais, mais juste avec d'autres voitures, avec d'autres... mais juste le décor visuel, je voudrais juste me promener là-dedans pour voir de quoi ça pouvait avoir de l'air. Voir les modes de l'époque aussi. Je trouve ça toujours intéressant de voir comment chaque époque a son genre, puis tout ça, mais...
Je sais pas si je serais déçu. Je sais pas si je serais... Les années 70? Ouais, mais... De la mode? Je pense que j'aimerais ça quand même. Je pense que ce serait le fun. Il y aurait sûrement l'appréciation, même si on sait un peu à quoi ça ressemblait dans le temps. Mais il y a sûrement, ça reste nouveau, ça reste authentique à l'époque. Là, parce qu'aujourd'hui, si ça revient, tu sais que c'est parce que tu veux imiter ce qui se faisait à cette époque-là. Là-bas, c'est vraiment ça qui était de shit. Là, les coupes longueuil, les cheveux bouclés. Puis tout ça, c'est plus 80. Ça, c'est plus 80, ouais. 80. Mais tu sais, tous les hommes qui ont des gros sideburns, des grosses rouflaquettes, des méga favoris. C'est vrai. Ils ont tous les cheveux un peu longs. Même les messieurs, tu sais, même les hommes d'affaires ont toujours les cheveux un peu longs, un peu en bataille. Fait que il y a quelque chose qui, moi, me fascine des films de voyage dans le temps. Oui, une fois que t'as accepté qu'il n'y a pas vraiment de logique, parce que c'est très difficile de... Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir un bug là, avec le voyage dans le temps, avec tout ce qui est effet papillon, tout ce qui est... Mettons que tu mets de côté que c'est un peu ridicule, le concept du voyage dans le temps, puis que tu es juste là pour apprécier, c'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça. Puis quand tu reproduis des musiques dans un style d'une autre époque, t'es-tu bien pointilleuse en disant je veux vraiment que ça ressemble, je veux vraiment que ça ait la texture, la couleur de l'époque que je parodie un peu? Je dirais que j'ai des limites à pouvoir reproduire exactement les époques. Quand je chante des chansons de différents styles, de différentes places, étant donné qu'à la plupart du temps, je suis avec mon piano et avec mes petits instruments. Chez nous, j'ai un looper, fait que je peux vraiment mettre des instruments par-dessus. Mais c'est plus difficile de rester fidèle à qu'est-ce que c'était dans le temps. Fait que ce que je fais, puis moi, ce que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est de mettre à ma propre sauce, à la sauce Andy Saint-Louis, des reprises que je fais. Oui. Parce que les gens, s'ils veulent entendre qu'est-ce que c'était vraiment fidèle, ben ils vont aller écouter l'original. Ouais. Fait que ce que je veux faire quand je reprends une pièce, la plupart du temps, c'est d'essayer de donner une autre saveur, mais en restant fidèle au texte. Fait que ça, ce qui est important dans une chanson pour moi, c'est de reconnaître la pièce un peu, c'est un minimum, et que le sens du texte reste là. Il peut changer de sens un peu, mais il faut que le texte parle de lui-même quand même. Ouais. De quelle reprise t'es la plus fière? Oui, c'est une grosse si t'en as 3-4, là, c'est les premières qui te viennent en tête. OK, ben, c'est un peu niaiseux, mais il y a une chanson, tu te souviens-tu de What is Love? Oui. Baby, don't want ça. Très années 90. Très années 80-90. 80-90? Ouais, 90, je dirais. Puis cette pièce-là, très boum petit dans des raves quand que j'avais, tu sais, un bon 9-10 ans. Puis aujourd'hui, je la fais. Vraiment balade, j'ai juste pris le texte, j'ai regardé ça, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment une chanson super triste, puis j'ai juste joué la tune au piano, puis c'est une de celles que j'aime le plus faire parce que les gens font « j'avais jamais compris ce que la tune voulait dire ». Ça donne une nouvelle texture, une nouvelle couleur au texte. Ça ramène le texte de l'avant plutôt que de mettre le beat. Mais tu sais, ça marchait aussi dans... Je trouve que la pièce avec le toum-ti-toum, ça fait un peu, OK, là, je vais me défouler. La fille, elle m'a fait mal, puis je m'en vais pleurer mes émotions en dansant. Tandis que la façon dont je la fais, c'est vraiment plus balade, puis c'est vraiment, là, le gars, il est tout seul dans sa chambre, puis là, il danse pas. Là. C'est vraiment, il a décidé de vivre l'émotion au complet. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'apprendre une pièce et de lui trouver un sens parfois qu'on n'avait pas deviné, qu'on n'avait pas entendu à la première écoute. Fait que c'est le genre de choses dont je suis fière quand j'arrive à le faire, puis qu'il y a des gens qui me disent « Hey, j'avais jamais entendu la chanson de cette façon-là. » C'est bon, c'est vraiment bon finalement. Fait que ça, je suis quand même fière de ce genre de pièce-là. Ouais. Sinon, il y en a une, mais personne ne connaît ça. Je sais pas si t'as entendu parler. Tu connais-tu Death Note? Non. Death Note, c'est un animé. Ah, oui. Un manga, un animé. Oui, OK. Un gars qui est un peu à la Dexter, qui commence à tuer des méchants, mais de fait, il devient relativement méchant parce qu'il tue du monde. Il peut écrire le nom dans un livre, exactement. Puis la personne va mourir. Le Death Note, c'est un cahier, puis quand tu écris le nom de quelqu'un dedans, si tu as son visage en tête, la personne va mourir. Très, très, très bon. C'est une de mes émissions préférées all around. Là. C'est super bon. Bien. Et il y a
qu'on a découvert, là, pas une couple de mois. Il existe une comédie musicale, Death Note the Musical. Quand quelqu'un m'a dit ça, j'ai fait « Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, il y avait un lien sur YouTube. C'est en japonais ou c'est en anglais? Japonais, sauf que les chansons ont été écrites en anglais. En premier, ça a été écrit pour faire une comédie musicale sur Broadway. Ils ont enregistré les chansons. Ça s'est pas rendu jusqu'à Broadway, je pense, ou c'était supposé, puis finalement, ça a été mis sur la glace. Donc, ils l'ont fait au Japon. Okay. Ils ont traduit les chansons en japonais pour que ça fonctionne, puis qu'ils l'écoutent. Je l'ai écouté. J'ai écouté juste par curiosité. Puis je l'ai écouté, puis je me suis dit, voyons, c'est bien pas si mauvais que ça, finalement. Puis après ça, j'ai fait, OK, là, je suis peut-être pas tout seul. J'étais tout seul à penser ça. Je vais l'écouter avec ma gang. On s'est fait un watch party, ma gang de Twitch, qui sont bien geeks, qui connaissent Death Note. On l'a écouté, puis on fait... c'est vrai que c'est pas mauvais, finalement. C'est même quand même bon, puis les chansons sont bonnes. Puis il y a une des pièces dedans, c'est quand Light, qui est le personnage protagoniste, trouve le Death Note, écrit un nom dedans et se rend compte que les gens meurent. Ben là, il y a une chanson qui c'est sa réalisation qui pourrait devenir un dieu, puis qui pourrait purger le mal du monde. Fait qu'il y a une chanson pour ça, Hurricane. Et j'ai vraiment aimé cette pièce-là, puis c'est une des chansons que j'aime le plus faire sur mon Twitch. Premièrement, parce que personne ne connaît Death Note the Musical, puis là, ils entendent la tune, puis ils font « c'est bon? » Fait que je vais aller checker Death Note the Musical. C'est bien spécial. Je pensais jamais que de tout ce qui existe, Death Note aurait sa comédie musicale. Je sais. Puis tu sais, quand tu connais le Netflix, l'adaptation de Netflix qui est terrible. Ah oui, non, le film en vrai. Il y avait pas... Ben, tu sais, le seul côté intéressant, c'est Willem Dafoe qui joue... Oui, Willem Dafoe, c'est la seule réussite de Netflix. Kiryu, c'est ça? Kiryu? Qui joue Ryuk. Ryuk, qui est un des dieux de la mort, un Shinigami. Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment une bonne série, une terrible adaptation sur Netflix et un musical moins poche qu'on penserait que ce serait. Des choses qui sont pas censées être bonnes. Mais c'est ça, c'est quand c'est pas censé être bon, puis que ça l'est, t'es un peu fâché parce que tu voulais tout le long rire de ça, puis finalement, tu fais « c'est pas supposé être bon de même, là! » Mais ça vaut la peine, ça vaut une écoute. Honnêtement, c'est super intéressant. Si je reviens à Back to the Future un peu, c'est quoi ton moment préféré parmi tous les films? Ah, c'est tough à dire! Oh mon Dieu! OK, j'avoue que c'est très difficile à battre. La fin, l'espèce de course contre la montre avec le retourner avec l'éclair, faut qu'il arrive à temps. Oui, du premier. C'est dans le premier film. Ça, je t'avouerais que j'ai toujours un petit... Hey, j'espère qu'il va l'avoir. Ça fait comme 35 fois que je l'écoute. Tu sais qu'il va l'avoir, mais t'es quand même... Je suis quand même stressée qu'il pogne pas la prise au bon moment puis qu'il la mette. Il y a quelque chose de Doug vraiment... Brown se fait électrocuter. Ah ouais, non, je trouve que cette séquence-là, c'était écœurant. Il y a plein de moments magnifiques. Là. Moi, les ZZ Top qui jouent dans le Far West. Ah oui, dans le troisième. C'est tellement bon, la toune. C'est super. Qu'est-ce que... Ben, l'affaire aussi, le Biff Donald Trump, je trouve que c'est du génie. Ouais. Là, ils ont très bien flash. compris ce que serait l'avenir. Oui, c'est ça. C'est freakant parce que c'est ça, là. Puis ils n'ont jamais nommé, là, mais... Non, mais puis ils disaient eux-mêmes, ils se sont posés la question, je sais que... Ouais, c'est Bob Gale. Oui, Gale, c'est ça. Puis Bob Zemeckis, puis Steven Spielberg se sont posés la question, tu sais, puis ils l'ont révélé plusieurs années après, mais... Ils l'ont dit, on s'est juste posé la question, il serait quoi Donald Trump s'il devenait président? Ah, mon Dieu. Puis en fait, ce serait ce genre de mégalomane qui se promène dans son grand manoir avec sa femme à qui il a payé plein de chirurgie, puis il se promène avec son gun tout le temps, puis il est complètement fou, puis... Mais il est pareil, là. Il est quasiment fait en or, là, avec ses cheveux. C'est l'espèce de... Mis par en arrière. Non, puis il est terrible. Tu sais, Biff... Terrifiant. Biff, c'est un méchant sympathique, sauf là. Tu sais, même quand il est adulte, même quand... Même quand il est vieux. Même quand il est vieux, même quand il est en 1955, il est plus bouffon, tata, tu sais. Il rentre dans le café puis il est comme « McFly! » Tu y crois pas? Oui, je l'ai écouté, ce film-là, je sais pas pour toi, mais moi, je l'écoute seulement en français. En français, ben oui. C'est obligé. Je l'ai essayé une fois en anglais parce qu'à un moment donné, je me suis mis à écouter mes films en langue originale. Ouais. Et je l'ai essayé. Et j'ai re-switché en français après 20 minutes. Parce que je sais pas pour toi, mais moi,
Tu veux ma photo, banane. Tu veux ma photo, banane. C'est vraiment plus efficace que... C'est quoi qu'il dit? What are you looking at, butthead? Ouais. Butthead, c'est cute, mais c'est pas banane. Ouais, c'est pas banane. C'est pas banane. Tu sais, il y a quelque chose qui est indémodable, je trouve, dans la traduction, même si c'est pas ces vieilles traductions françaises à l'époque, donc c'est très français. Ouais, puis tu comprends que si tu te fais traiter de banane, c'est pas gentil. Tu sais, ça devrait pas t'insulter de faire traiter de banane, mais dans ce côté-là, c'était comme, non, tu m'appelles pas banane. Ben là, ça, c'est quand il dit mauviette. La mauviette, là, ça, Marty le prend pas. Mais ouais, le Biff est un méchant bouffon, sauf quand il est très puissant, puis quand il sait qu'il a le contrôle sur tout le monde. Ouais. Là, on voit à quel point il peut être terrifiant. Ouais. Puis, ben, tu parles de la traduction française. Tu sais, des fois, je suis chez nous tout seul, puis je fais des... j'aurais pas dire ça, mais j'aime ça faire des voix dans la vie. Moi aussi, je me fais des voix de Back to the Future, puis je suis juste comme Doc, la route est beaucoup trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. Marty, la route, là où on va, il n'y a pas de route. On n'a pas besoin de route. C'est que c'est bon. Là, la musique part, puis t'es comme... mais OK, la musique, c'est quelque chose d'autre dans ce film-là. Tu disais mon meilleur moment, là, si c'est pas une scène, c'est la musique. Clairement, toute la musique de ce film... Il y a quelque chose, autant Jerry Lewis avec Power of Love, avec les chansons Back in Time, Power of Love qui est une de mes chansons préférées ever. Tu me demandes une de mes tunes préférées, c'est à part dans mon char. Je me souviens à un moment donné, j'étais sur la route, je faisais une longue route le soir, puis fatiguée, tu sais. Puis là, à un moment donné, je change de poste, puis j'essaie de me réveiller un peu, puis cette tune le part, et l'adrénaline rentre, me met à taper sur mon volant. J'ai jamais eu autant de fun, puis aussi réveillé à ce moment-là. C'est vraiment des chansons, puis juste la musique aussi, de façon générale, dans ce film-là. Ouais. Je trouve que ça ressemble au film, ça a l'énergie du film. Juste le bruit, tu reconnais Back to the Future par... Tu sais que c'est ça. Ouais. Tu sais que c'est Back to the Future. C'est ça, le film, il y a son thème principal, mais il y a juste cette petite sonnerie-là. Tu comprends tout de suite ce que c'est. Oui, qui est ma sonnerie de texto, d'ailleurs. Ah ouais? Oui, c'est la meilleure. En fait, j'ai un texto! Puis là, t'es nostalgique tout de suite. Un texto du passé. Oui, c'est ça. Ou du futur. Tu sais pas. C'est toujours une petite surprise. Oui. On va passer à ton deuxième film, ton deuxième coup de cœur, qui est de Lego Movie. Grand film, pour vrai, grand film d'animation, film génial. Film brillant. Oui. Ça a été... Intelligent, autant niaiseux qu'intelligent. Ouais, c'est sorti en 2014 après des années de production. Je ne comprends pas comment ils ont fait ce film-là. Je comprends que c'est de l'animation 3D, mais... Ils ont fait tout en modèle avant, par contre. Ouais. La plupart des constructions qui sont dans le film ont été faites par des ingénieurs en vrai Lego. Ouais. Et après, c'est pour ça que c'est aussi réaliste. Oui, c'est ça. C'est réalisé par 2 génies de la comédie, Phil Lord et Chris Miller. Les habitudes du podcast savent à quel point j'adore ces deux scénaristes-là, ces 2 réalisateurs-là. Ils ont fait 21 Jump Street, 22 Jump Street. Ils avaient fait Clone High dans les années 2000, qui est une super bonne série d'animation. Ils ont produit Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est encore là un de mes films d'animation préférés. J'hésitais, c'était un de ceux que... Ah ouais, hein? Ouais, non, je voulais parler aussi. Grosse brochette d'acteurs aussi. Chris Pratt dans le rôle de Emmett, le petit Lego principal qui a plus ou moins une personnalité, qui se cherche une personnalité. Will Arnett, le meilleur Batman. Le meilleur, honnêtement, oui. Le meilleur C'est Batman. le meilleur Batman. Oui. Il y a même pas de... Oui, ils ont essayé, non, ils en ont essayé, mais non, c'est lui, Batman. Elizabeth Banks, je me souviens plus du nom de son personnage, mais tout le monde pense que c'est une DJ. Non, ça, c'est dans le deuxième, ça. Non, c'est vrai. Non, dans le premier qui a dit ça. C'est... je l'avais, puis je l'ai perdu. Man... Je l'ai sur le bout de la langue, ça va peut-être revenir. Ça reviendra. Ça va revenir. Alison Brie, qui joue Unikitty, qui est un chat licorne. Quand elle se fâche, tassez-vous parce que ça va mal aller. Will Ferrell, qui joue... Ben, essentiellement, il joue Will Ferrell, mais il joue la version Biff Tannen de Will Ferrell. Un gars qui a beaucoup trop de pouvoir. Oui. Qui déforme
tous les mots. J'aime quand il parle Craggle. Du Craggle, ouais. C'est Crazy Glue, mais comme il y a des bouts qui sont effacés sur l'emballage, il parle de Craggle au lieu de Crazy Glue. Et la grande voix de Morgan Freeman, qui joue l'espèce de prophète, là, le personnage qui dit qu'il y a une prophétie qui va se réaliser dans le monde des Lego. Wild Style, la fille. Wild Style. Wild Style. Puis tout le monde est comme Wild Style, t'es-tu une DJ? C'est ça. Are you a DJ or something? Yeah, c'est genre, c'est bien, là, c'est vrai. Parce qu'elle veut tellement avoir de l'air cool, puis elle est comme, mon nom c'est Wild Style. avec son morceau plastique de cheveux. Des cheveux qui se twistent sur la tête. Oui, qui vont dans tous les sens. Et c'est la magie de ce film-là, parce que tout t'essaies de faire des choses de tous les jours à des Legos qui prennent, mettons, leur douche, mais il n'y a pas d'eau. Dans des Legos, l'eau, c'est des tout petits morceaux, des morceaux de plastique. Fait que c'est ça qui tombe sur eux autres, c'est ça qui est l'eau. Tout a été fait pour que, peu importe le mouvement qu'ils vont faire, c'est drôle, peu importe qu'est-ce qu'ils vont... si tu tasses tes cheveux, ben les cheveux, ils tournent sur ta tête parce qu'ils sont durs. C'est ça que j'adore de ce concept-là, c'est génial. Ça a l'air d'être fait en animation image par image. Ça a l'air, oui. On dirait vraiment qu'il y a des techniciens qui ont bougé morceau par morceau les petits Legos. Oui, on voit une espèce de stop motion, puis ils l'ont animé comme ça pour que ça ait cet effet réel-là. Oui, c'est ça. Puis tu vois même sur les Legos, tu vois des traces de doigts. Il y a des empreintes digitales dans le visage des Legos. Il y a des petits morceaux de poussière un peu partout. Tu sais, c'est tellement réaliste. Ça fait... Puis, tu sais, tantôt, on parlait tu parlais de Death Note, de musical, qui devrait pas être bon à ce point-là. Lego Movie aurait jamais dû être bon à ce point-là, mais heureusement que ça l'est. Oui, ça aurait pu être un peu cringe aussi. Mais, en fait, moi, j'ai toujours vraiment aimé les jeux vidéo Lego qui sont dans la même vague que ce film-là. Fait que quand le film est sorti, moi qui étais une habituée des jeux vidéo Lego, j'ai fait « Ah, mais là, je suis curieuse, j'ai hâte de voir. » Et vraiment pas déçue. Et moi, le génie de ce film-là, c'est tout ce qui est derrière. C'est tout ce qui est... c'est la fin, en fait. Je ne l'explique pas parce que peut-être des gens qui l'ont pas vu, mais dans ce film-là, le punch fait que on peut le dire, c'est un podcast, puis le film... OK, parfait. Avec là, spoiler alert. Tu peux me le résumer un peu aussi, le film, pour... parce que je pense qu'il y a moins de gens qui l'ont vu. Ouais, peut-être. Moi, j'en ai souvent parlé à des gens de Lego Movie, puis il y a des gens qui ont fait... Mais pourquoi je regarderais ça? Ça doit être une grosse annonce de jouets, puis c'est beaucoup plus que ça. C'est tellement pas ça. C'est en gros le film Lego Movie, ça se passe juste avec des Legos. Donc il y a un Emmett qui est un constructeur très général, très plain, on va dire vanille. Il n'y a pas de personnalité vraiment. Il fait tout ce qu'il est supposé faire dans la vie. Il suit les plans. Il suit les instructions. Ouais. Et les instructions, c'est ce qui fait que la ville, sa ville, elle est ordonnée et tout fonctionne bien. Ils construisent des choses durant la journée. À la fin de la journée, ils ont tout détruit et ils recommencent le lendemain. Donc, Emmett fait ce personnage principal. Et on se rend compte au début du film, il y a un vieux sage, comme l'a dit tantôt, Morgan Freeman, qui, lui, se ramasse à une place avec un méchant qui est le President Business. Le président business. C'est le meilleur nom. C'est génial. Comme... Et lui dit, les plans, c'est pas fait pour être suivi. On va défaire ton règne. Il va y avoir des génies qui vont se lier contre toi. Et il y a un élu qui va sauver le monde de ton joug. Fait que là, puis en fait, le président de business, lui, veut ramasser la pièce de résistance, la pièce de résistance, qui est la pièce qui va soit sauver le monde ou détruire le monde. Fait que là, lui, il veut détruire le monde, il ramasse la pièce, mais elle est perdue durant la bataille, et Emmett, par inadvertance, trouve cette pièce-là. Et elle est collée sur son dos. Oui. Fait qu'il se ramasse à être le porteur de la pièce de résistance. Il rencontre le vieux sage qui lui dit « Hey, c'est toi l'élu, tu vas être un des plus grands constructeurs. » Mais Emmett, lui, il sait rien, il fait juste suivre les instructions. Puis il n'a jamais rien construit de sa vie. C'est ça. Sa vie, c'est de regarder la sitcom « Where are my pants? » Oui, c'est ça, qui est la même affaire à chaque jour. C'est juste quelqu'un qui arrive dans une salle puis qui dit « Honey, where are my pants? » Puis lui, il rit.
Puis Puis c'est écoute juste ça. Everything is Awesome, la chanson Que tout le monde du écoute. monde Lego que tout le monde écoute, Ouais. sur laquelle tout le monde danse, qui... Hey, je viens de la nommer, puis je l'ai dans la tête. puis je vais Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. C'est la Everything pire is chanson, awesome. mais c'est la meilleure chanson en When you're même temps. living your dream. Ah, c'est quelque chose. Puis que c'est vraiment très, très formaté comme société. Ouais. Et il y a les rebelles qui sont les maîtres constructeurs. Je me souviens pas exactement. Ouais. En anglais, il y avait un nom. Les- je l'ai les- écouté les en Master anglais. Builders, les- Master Builders, ouais. c'est ça. Master Builders qui, eux, ne suivent pas les instructions et vont construire des choses vraiment géniales et qui sortent du Ouais. moule complètement. Dont Batman en fait partie. Dont Batman en fait partie. Fait que là, Emmett, lui, rencontre toutes ces personnes-là qui sont les Master Builders. Il y a Wild Style, il y a Batman, il y a le vieux sage, dont je me souviens plus du nom. Il rencontre tous ces héros-là, puis il y a plein de caméos de gens, de personnages. Il y a Dumbledore, il y a Gandalf, il y a Wonder Woman, il y a Dumbledore! Superman. Il y a I'm Dumbledore! que la voix la plus aiguë pour aucune raison. Ah non, c'est écœurant. T'as même Abraham Lincoln Il qui y a vient Abraham faire un Lincoln. tour, puis il est comme « Hello! » Alors, pour vrai, je sais pas combien de droits d'auteur ils ont dû payer pour faire toutes ces apparitions-là, mais il y en a, s'il vous plaît, là, de la... T'as même Han Solo puis Chewbacca Oui. qui arrive avec... C'est écœurant. Fait que t'as vraiment toutes ces personnes-là qui doivent essayer de réunir la pièce de résistance avec le Kraggle, qui est l'arme Ouais. du président business. Fait que c'est ça un peu l'histoire. Puis Emmett qui doit essayer de découvrir le plot, puis d'essayer de découvrir ses propres talents là-dedans, mais qui est vraiment poche, puis que lui, tout ce qu'il réussit à faire dans toutes les grosses affaires que les gens font, ce qu'il réussit à faire, sa plus grande invention, c'est un divan à 2 étages. Oui. Qui permet aux gens d'écouter la télé en amis, mais tu sais, puis évidemment, tout de suite, le problème, c'est que, ouais, mais s'ils sont en haut, il y a les pattes qui vont en face des autres. T'as un temps, c'est puis- des Legos, fait que non. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que là, évidemment, pauvre Emmett, qui est un petit peu un idiot, mais qui essaye bien fort. Mais moi, ce que je trouve absolument génial de tout ça, c'est que c'est fait avec une candeur. Le film, les dialogues, les noms, président business, Ouais. t'as Batman, c'est tout fait avec une candeur enfantine. On dirait que c'est... Puis tout le long, tu suis, puis tu te ramasses un peu en enfance en l'écoutant, en voyant l'histoire, puis c'est vraiment un peu... Puis des fois, des constructions que les Master Builders font sont ridicules. Ils ont scotché un requin à une arme. Fait que l'arme, c'est un requin ou un pitcher de requin. Tu sais, c'est super créatif, mais tout s'explique à la fin quand on se rend compte Ouais, parce qu'on du peut, on gros peut spoiler punch. le film. Le spoiler à ce alert. point-ci, avancer de quelques minutes, peut-être, là, si vous l'avez pas vu, puis que C'est vous ça. tenez à le voir. Fait Mais, que oui. le gros spoiler, c'est que finalement, tout ce monde-là, ça se passe dans le sous-sol d'un petit garçon dont le père n'est pas vraiment présent pour lui, et le père qui est un grand collectionneur de Lego, qui a tout créé une ville en Lego, Mhm. et dont le père est Will Ferrell, qui Ouais. est personnifié President Business. par President Business dans le monde de Lego, qui Ouais. lui ressemble même. Mais moi, je savais même pas que c'était Will Ferrell Ok. qui jouait dedans quand j'ai écouté le film. Moi, ça a été une révélation. Quand j'ai su... Quand j'ai vu le film, puis que j'ai vu le petit gars, qu'à un moment donné, on switch dans le vrai monde d'une façon super géniale, et que c'est le petit gars qui joue depuis le début avec les Lego. Donc, c'est pour ça que tous les noms sont un peu enfants. C'est pour ça que toutes Ouais. les constructions sont vraiment... c'est vraiment particulier. Mais le père du petit gars, c'est Will Ferrell. Et quand j'ai vu arriver en dessous, j'ai fait, c'est du pur génie. Ouais. Tout ce que j'ai vu dans le film avant est expliqué par le fait que c'est un enfant qui joue puis qui essaie de sauver la planète ou la ville du monsieur qui veut toutes les règles tout le Ouais. temps, qui est en fait le père du gars. Parce que c'est ça, le père, ce qu'il veut faire, c'est prendre tous ces blocs puis mettre de la crazy glue pour Ouais. que ça bouge plus jamais. C'est des modèles, c'est pas un jeu. C'est ça. Puis il y a sa table avec sa ville, il y a une table western, il y a une table médiévale, il y a une table juste des trucs de Batman. Puis le petit gars, il fait ouais, mais tous ces univers-là peuvent se connecter, peuvent rentrer ensemble. C'est des Lego, on peut faire ce qu'on veut avec. Puis Ouais. on peut détruire une maison. Je suis tombé il y a pas longtemps sur un TikTok d'un gars qui a travaillé pour Lego. Puis il dit, tu sais, ce qu'on vend dans la boîte, oui, il y a un plan, là. Oui, Ouais. vous pouvez le faire.
mais en même temps, vous pouvez faire plein d'autres choses avec les Legos qu'on vous donne dans ce plan, dans ce modèle-là. Vous n'êtes pas obligé de juste faire ce qui est sur le plan. Puis c'est ça que le film dit, en fait. Moi, ce que je trouve absolument fou de ce film-là, c'est le fait que ça reflète vraiment bien la créativité d'un jeune, puis je sais pas, il y a quelque chose de sortir des boîtes, ça fait du bien des fois, puis même à la fin, c'est ça qui arrive, là, le père qui décide, OK, regarde, on va s'amuser un peu avec, puis c'est vrai que c'est un jeu, puis c'est vrai que c'est pas juste posé pour être monté et qu'on ne touche plus jamais. Il y a quelque chose, c'est un jeu, c'est un jouet, Ouais. c'est une façon de connecter avec, puis l'enfant, c'est ça qu'il voulait faire depuis le début, il voulait connecter avec son père. Ouais. Puis c'est juste génial. J'ai des frissons à en parler de ce film-là. C'est tellement bien fait, mais c'est tellement niaiseux. C'est ça que moi, j'adore le génie dans la niaiserie. J'adore quand quelque chose n'est pas pris trop au sérieux, mais que tu vois la brillance derrière Ouais. ça. Ça, là, ça me... À chaque fois, ça me bluffe. Ouais. Ah, complètement. Puis c'est... Puis c'est pas prétentieux. C'est pas un film qui est prétentieux. Non, un film pas du tout. qui est avec du cœur. C'est ce genre de film que tu commences à regarder, tu fais OK, c'est vraiment beau. C'est vraiment bien fait. Puis plus tu avances dans le film, plus c'est génial. Ouais, Plus il y a comme une couche de plus. Une couche de plus, puis tu te dis beaucoup. OK, il y a de la philosophie, il y a une réflexion, il y a même un peu de la spiritualité. Oui, les posters de chat. Les posters dans... c'est quoi? C'est dans l'atelier du père, il y a des posters d'inspiration Oui. avec le chat. You can be what you want. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quand il passe d'un univers, parce que ça parle d'une certaine façon de multivers aussi, Oui, ce film-là, oui. ce qui est bizarre. C'est vrai. Mais tu sais, quand tu passes justement de la grosse ville typique américaine Au Far West. au Far West, tu fais comme, attends une minute là. Vous me dites qu'il y a plusieurs univers dans l'univers, puis là, ben ça, ils se mettent à se promener d'univers en univers, puis tu fais, attends. Là. Ouais, ils font des multiverses là-dedans un peu. Là. Il y a Ouais. une espèce de petit toucher à... Non, je trouve que tout s'imbrique vraiment bien. Haha, s'imbrique. Puis il y a plein de façons d'écouter le film, encore une fois, plusieurs fois, et comprendre... Il y a des jeux de mots vraiment niaiseux. Il y a des affaires qui arrivent, là. C'est comme Pewter, je pense qu'il a affaire avec Batman à un moment donné. Ah, mais ça, c'est dans le deuxième, c'est le Lego Batman, qui est aussi bon. Lego Batman est très bon, est aussi bon que... Il est très, très bon aussi. Que Lego Movie. Lego Movie 2 est un peu moins réussi. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé... c'est difficile de reproduire ou de continuer une histoire Ouais. si elle finit déjà. Ouais. Mais ce que j'aime de Lego Batman, pis c'est probablement un de mes films de Batman préférés, avec ceux de Tim Burton, mais tu sais, pour garder la magie que ça reste un enfant qui joue, puis le punch est dévoilé dans le premier, fait qu'on... Oui, c'est ça. On le reverra pas, mais on comprend que c'est un enfant qui joue, mais t'entends... tu sais, du moment que quelqu'un tire avec un fusil, Oui, c'est pas des bruits de fusil, c'est vraiment quelqu'un qui dit « Piou, 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 piou. Ma chose préférée! » Puis t'as même un gros robot de chauve-souris qui marche, puis les bruits, c'est vraiment... Oui! C'est un humain qui fait ces bruits-là, c'est pas une machine. C'est des petits détails qui font que c'est niaiseux, drôle en même temps. Il y a je sais pas. Oui, qu'est-ce puis qui si fait vous avez que- toujours rêvé... Pourquoi vous auriez rêvé à ça? Mais si vous avez toujours rêvé de voir Batman se battre contre l'œil de Sauron, Ah ouais. puis le requin dans Jaws, puis la sorcière dans Wizard of Oz, c'est le film parfait pour vous. Ouais. Ah ouais. C'est un gros mash-up de fun, Puis c'est un film qui fait du bien à voir. C'est un film qui fait réfléchir un petit peu, mais surtout fait du bien. Ouais. Ce que je trouve intéressant, je vais faire un lien avec toi, avec ce que tu fais créativement. Je trouve que tu es très sincère et authentique dans ce que tu fais. Tu te laisses pas... Tu sais, t'as pas comme embarqué dans une machine en disant « Ah, je vais chanter des chansons qu'on va m'imposer. » Tu y vas Ouais. à ton style. Tu te plies pas aux demandes d'une industrie. Ouais, pour le meilleur et pour le pire. Ben, pour le meilleur, pour le pire, oui, mais en même temps, ça fait que pour moi, il y a une certaine pureté artistique dans ce que tu vas faire. C'est
Je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'aime autant ces films-là, parce que ça m'inspire beaucoup dans qu'est-ce que je vais faire sur mes propres œuvres. Oui, parce que je pense à ta chanson Si tu hit de l'été, où tu parles que tu joueras pas à la radio. Là. Oui, c'est ça. Ben le hit de l'été, c'est un peu un pied de nez là, au hit de l'été. C'est la chanson la plus ironique que j'ai écrite de ma vie, puisque c'est... En disant, j'écrirai pas un hit de l'été, j'écris ce qui est le plus formaté. C'est la chanson la plus formatée que j'ai jamais écrite. Ben, c'est ton Everything is Awesome. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis c'est ça que je trouve... mais je me suis dit à un moment donné, OK, là, j'ai le goût d'un peu me défouler sur le fait que ce que je fais va jamais passer à radio parce que ça ne fit pas. Puis j'ai pas le goût de me formater à ça. Mais comment je pourrais écrire une pièce comme ça? Comment je pourrais... Puis en ayant du fun aussi, là, j'ai pas le goût de m'asseoir puis d'écrire un vrai hit, de prendre la vraie formule. J'ai le goût d'avoir du plaisir à le faire. Fait que d'écrire une pièce qui est une parodie, carrément, d'un hit de l'été, avec les personnages, avec le gars que tout le monde connaît. Ça, je trouvais ça le fun. Puis ça me permet de me moquer gentiment je me moque pas des personnes qui écrivent les hits de l'été. Je me moque plus de l'industrie qui joue rien d'autre à radio que ça. C'est plus ce genre de petites piques-là que je fais. En sachant très bien que personne ne va passer cette tune-là parce que ça se moque un peu de ça. Là. C'est comme de dire aux radios, vous passez de la merde, passez ma tune. Ils t'écouteront peut-être pas. Ils vont dire, elle se prend pour qui. Mais... Ouais, c'est ça. Fait que j'avais déjà accepté que ça allait pas passer, mais moi, j'ai vraiment du fun en le faisant. Puis je me dis, il y a peut-être des gens qui vont comprendre aussi, pas ma frustration, mais mon amertume à dire, OK, je vais quand même, je vous montre un peu pourquoi je fais pas ça. Et j'ai mes petites chansons que je continue à faire, que si ça fonctionne, tant mieux. Puis les gens qui vont aimer ça vont vraiment aimer ce que moi, je fais, puis ce que moi, j'aime faire. Puis je vais être vraiment plus fière d'avoir des gens qui me suivent pour mon matériel à moi et non pour quelque chose qui m'a été demandé. Oui, mais c'est très intègre aussi avec toi-même. Oui, c'est ça. Je vis vraiment mieux avec moi-même comme ça. Oui, bien, tout à fait, mais j'ai l'impression, oui, le chemin est plus long quand tu décides d'être intègre puis de pas te plier à des dictats, mais... Et que tu fites pas non plus. Il y en a qui fitent naturellement. Ils sont intègres, ça fonctionne vraiment bien avec leur brand, mais c'est ce que l'industrie demande à ce moment-là, fait qu'ils sont chanceux de tomber au bon moment, au bon endroit. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, quand tu décides d'emprunter cette avenue-là, ça va être plus long, mais j'ai l'impression, ça sera peut-être pas plus payant, mais la reconnaissance au bout de tout ça va être plus satisfaisante. Les gens vont te prendre pour qui tu es et non pas parce que tu vas faire ce qu'on te demande de faire. Ils vont venir te chercher toi. C'est ça. C'est vraiment ça, parce que j'ai l'impression que ça donne une loyauté un petit peu plus grande envers la communauté qui te suit, parce que c'est des gens qui ont connecté avec la personne au lieu de connecter avec le produit. Fait que ça fait que peu importe ce que je vais faire plus tard, il y a des bonnes chances que les gens suivent, parce que s'ils suivaient une mode, qui est un style de musique à ce moment-là qui pogne, ou qui suivent les vedettes, ce qui arrive aussi beaucoup, ben ça, c'est très éphémère. Après une couple d'années, ces personnes-là, ben, il y a d'autres vedettes qui arrivent, où le style qui est à la mode change, ou toi, tu changes de style, puis les gens aiment plus ça parce que c'était plus le style que tu faisais, parce que c'était pas ça qui était la mode. Tandis que dans mon cas, les gens, je sais que ceux qui me suivent, ou ceux qui aiment ma musique, ou qui aiment ce que je fais, aiment ça parce que ça me représente moi. Puis ça représente eux d'une certaine façon. Ils connectent avec qui est-ce que je suis, ils connectent avec la bizarrerie que je suis, avec mes défauds, parce que je fais ça sans être parfaitement... Tu sais, je fais mes vidéos, je fais mes chansons, je suis en pyjama, je suis pas maquillée, je fais des erreurs, surtout sur Twitch, quand on m'écoute faire 3 heures de Twitch. C'est pas 3 heures de jukebox où ce que je suis parfaite à chaque fois. Ben non, c'est sûr. Puis tu vas te mélanger dans les paroles, mais c'est... Mais en même temps, c'est ça une démarche. C'est une démarche, c'est ça. Puis que les gens vont suivre l'artiste plus qu'ils vont suivre le produit final. Puis ça, j'ai l'impression que ça mène à une relation plus saine avec ton public, puis à quelque chose de plus durable à long terme, puis c'est ça que je recherche. Ouais. As-tu déjà eu ce rêve-là, par contre, d'être... je vais prendre un nom de même, mais tu sais, la prochaine Marie-Mé ou la prochaine... Tu sais, quelqu'un d'extrêmement connu, ou pour toi, ça a toujours été clair, moi, je vais faire mes choses, puis
Tu sais, ça enlève rien à Marie-Mé, ça enlève rien à son talent. Non. Moi, je prends juste cet exemple-là parce que Ouais. c'est quelqu'un de connu. Là. C'est quelqu'un que... Ça a toujours été secondaire pour moi. Moi, le but premier, ça a été je veux vivre de ma musique. Tu sais, j'aimerais ça payer mon hypothèque, payer mes... Quoique personne ne paye d'hypothèque avec rien aujourd'hui, là. C'est rendu bien trop cher. Ouais. Mais pouvoir avoir une carrière qui se tient, avoir des projets toujours un après l'autre, c'est ça, mon but premier, c'est ça. C'est de faire ce que moi j'aime, ce qui connecte avec moi, puis avec les personnes, avoir un contact avec le public tout le temps. Si je faisais juste du studio, je serais extrêmement malheureuse. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment important pour moi d'avoir un contact avec les gens. Et après ça, que ce soit avec un public vraiment grand ou un public plus petit, ça me passe du pied par-dessus la tête. Souvent, mes meilleurs spectacles, les spectacles avec lesquels j'ai le plus de fun, c'est ceux où on est peut-être 40, 50. Puis que plus je peux... intime. Oui, puis que je peux nommer tout le monde. Je fais ça quand on n'est pas beaucoup. J'ai fait des shows dans des restaurants quand on recommençait à faire des shows à capacité moitié, mettons. Puis j'avais fait une couple de spectacles, une place où on était une quarantaine. Puis durant le spectacle, j'ai appris le nom de tout le monde. C'était comme un genre de défi. Il fallait que à la fin du show, j'ai le nom de tout le monde. Puis j'ai nommé, on avait la musique. Puis là, je faisais un genre de mini-rap avec les noms de tout le monde. Puis ça, je trouve ça le fun. Ben oui. Tu sens que t'as vraiment quelque chose de particulier. Il y a un défi là-dedans, là. Ah oui, puis il y a juste il y a quelque chose de très personnalisé. Les gens sortent puis ils ont vécu quelque chose que personne d'autre va avoir vécu. Ça m'allume. Ça, j'aime vraiment ça. Ouais. Fait que autant je vais avoir du fun aussi dans une salle avec 800 personnes, sauf que c'est plus impersonnel. Il faut que tu trouves une autre façon d'avoir le contact avec le public, puis de revirer ça pour que ça soit aussi personnalisé qu'avec un petit show avec quelques personnes. Ouais. Fait que j'ai l'impression que si j'arrive à vivre de ma musique ou de peu importe ce que je veux me ramasser à faire, si je fais l'animation, si je fais n'importe quoi, qui vient avec mon package, je vais être heureuse qu'il y ait 1000 personnes qui me suivent ou qu'il y en ait 500 000. Ouais. Puis il y a ça qui est le fun avec Twitch, que tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un gros playground. C'est une gros bac de sable. Oui, puis il n'y a pas un producteur qui va venir te dire ben non, tu peux pas chanter cette chanson-là parce que raison de producteur, raison d'industrie, tu sais. C'est ça, c'est vraiment toi qui es à la barre du bateau. Ouais. Tu fais ce que tu veux, c'est le public qui décide si c'est bon ou pas. C'est vraiment, tu peux pas être plus directement connecté avec un public que sur Twitch parce que c'est eux qui décident si tu fonctionnes ou si tu fonctionnes pas. S'ils aiment pas ça, ils s'en vont. Ouais. C'est vraiment, t'es le producteur, t'es le soundman, t'es le caméraman, t'es le créateur de contenu, tu fais tout dans ton émission de télé et les gens décident s'ils aiment ça ou s'ils aiment pas ça. Ouais. T'es ton propre master builder. C'est ça. C'est vraiment ça. Il faut que tu trouves ta façon de construire ton propre univers Lego. Oui, en chanson, avec tes musiques. Ou un podcast. Il y en a qui font des podcasts sur Twitch puis qui ont leur propre... je sais pas si tu connais un peu l'Actuc, qui ont leur propre... Non. Je suis moins familier avec les communautés Twitch en général, malheureusement. Là. Mais c'est vraiment une belle place pour faire des podcasts aussi. Si tu veux, à un moment donné, amener ton podcast à plus de plateformes différentes, là, tu peux le faire en live, l'enregistrer, puis après sortir la version sur les plateformes de streaming. Mais ça permet vraiment d'avoir ton propre concept à toi, ton émission, avec tes... c'est vraiment le fun. Je prends ça en note. Ouais. Merci. Ton troisième coup de cœur, là, on va à fond dans la comédie musicale adaptée d'un roman de Victor Hugo, Les Misérables, réalisé en 2012 par Tom Hooper, qui m'en vedette Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter et Sacha Baron Cohen. L'histoire des Misérables, ben, on peut la résumer parce que c'est peut-être pas celle qui est la plus connue non plus, même si tout le monde connaît un peu l'histoire des Misérables. Ça se passe à la Révolution. Dans le... Mon Dieu, je me souviens même pas des années. Je suis vraiment... Mon histoire, là, je suis dans le néant. Les Misérables, c'est la deuxième Révolution française, autour de 1812, 1800... C'est au début des années 1800 de mémoire.
Dis-moi, moi, j'étais proche de 1900, fait que t'es meilleur que moi. Fait que oui, probablement 1812, autour de ces années-là, ben, en vrai, en gros, c'est l'histoire de qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ces rues-là. Donc, c'est quelques petites histoires qui sont entrelacées. Il y a Cosette, qui est la personnage, disons, principale du film, qui relie un peu tout le monde dans cet univers-là. Puis, en fait, il y avait Cosette, qui n'est pas la personnage principal, c'est plus Jean Valjean. Jean Valjean qui va être le personnage qui va adopter Cosette, qui est une petite enfant, un bébé, en fait, à l'époque, qui était l'enfant d'une jeune femme, fille de joie, Oui. qui est interprétée par Anna Thaoué, justement. Une prestation spectaculaire, honnêtement, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Et en gros, c'est un peu l'histoire de cet homme-là qui était un prisonnier, qui se fait relâcher, mais qui est toujours marqué à vie. Donc, il va avoir de la misère à trouver de la job, peu importe où est-ce qu'il va aller. Sa raison d'être enfermé, c'est un voleur, mais il a volé genre du pain. C'est ça. C'était vraiment pas... C'est quelqu'un qui avait faim puis qui, tout simplement, s'est ramassé à la mauvaise place au mauvais moment. Et c'est un peu une histoire aussi de chat et la souris entre lui et Javert, qui est un policier à l'époque, un chef de police, gendarmerie à l'époque. Donc, c'est un peu l'histoire de cet homme-là qui se sauve de Javert. Parce qu'il a volé quelque chose d'autre. En tout cas, je me souviens même pas exactement. Il n'a pas volé, il s'est fait donner... il s'est fait donner pas juste la coutellerie, mais il s'est fait donner les chandeliers par un vieux curé. C'est ça. Puis il se fait dire, non, tu l'as volé. Puis il est comme, non, je me suis fait donner ce chandelier-là qui est en argent, je me souviens plus trop quoi. Oui, c'est ça, c'est en argent. Donc, c'est un peu l'histoire de cet homme-là qui se fait pourchasser dans le pays, à différentes places, il va se cacher, et à travers ça, Cosette qui va vieillir. C'est vraiment, ça se passe dans les années. Donc, ça se passe sur peut-être un 30 ans, 20 ans, je dirais, une vingtaine d'années en tout, sur la comédie musicale. C'est une comédie musicale à la base. En fait, non, c'est un livre à la base, une comédie musicale, et en fait, un film aussi. Et le film, c'est vraiment un peu... On voit différents personnages, on voit la révolution, on voit les jeunes dans la vingtaine qui sont pleins d'espoir puis qui veulent essayer de changer les choses. Il y a les personnages, la Cosette qui va rencontrer un des personnages qui vont tomber en amour. Puis c'est vraiment un classique, mais tout va mal. Oui. Oui. C'est pas Les Misérables pour rien. Là. Non. Puis tout est poussiéreux, tout est dans la suie. Oui. C'est malpropre. Ah oui, c'est une histoire de misère. Oui, carrément. Au littéral. Oui. Fait que c'est un peu ça. Moi... Tu sais, c'est pas pour l'histoire que j'aime le film. Oui, l'histoire est intéressante, mais moi, c'est pour la musique, c'est pour l'interprétation des acteurs, c'est pour le génie derrière la conception de ce film-là. C'est ça qui m'a bluffé, que j'ai adoré. Qu'est-ce que tu veux dire par les interprétations? Parce que ça a été particulier, j'ai l'impression, comme tournage. Ça n'a pas été... Ouais. Juste la scène où Cosette, Anna Thaoué chante la fameuse chanson. Qui est un plan séquence. I Dream the Dream, c'est ça? Je pense qu'elle chantait pour vrai sur le plateau. Tout le film, c'est ça. Oui, OK. C'est ça qui est vraiment particulier. Moi, c'est ça qui m'a... la chose la plus impressionnante de ce film-là, puis c'est pas tout le monde qui le sait, mais on s'en rend compte si tu écoutes un peu, puis tu le sais quand tu l'écoutes. C'est un film, toutes les chansons sont chantées live. OK. Donc, ce qui se fait jamais. Jamais. C'est la première fois qu'un film faisait ça, une comédie musicale, et on l'entend assez rapidement. D'habitude, une comédie musicale, c'est filmé, et les gens font ce qu'ils appellent du overdub. Donc, tu chantes la chanson dans un voice-over, dans un studio, et après ça, tu fais du lip-sync quand vient le temps de tourner le film. Donc, ça permet de faire plein d'acrobaties, plein d'affaires, mais on s'en rend compte vite que les gens ne peuvent pas faire des triples boucles piquées pendant qu'ils chantent une chanson. Donc, ça perd... Ça sonnerait un petit peu comme ça. Oui, c'est ça. Fait que ça perd un petit peu de son authenticité, une comédie musicale adaptée en film, à cause de ça. Dans ce film-là, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des oreillettes dans les oreilles de tout le monde. Il y avait un pianiste qui jouait live. OK. Et les gens chantaient en studio avec donc, au début, quand Hugh Jackman chante dans l'eau avec tous les prisonniers, c'est vraiment sa voix qu'on entend, c'est vraiment les gens qu'on entend. Tout le monde chante et t'as vraiment
la douleur, t'as vraiment le mouvement, on entend comment... Puis c'est pour ça qu'ils sont allés chercher des chanteurs professionnels ou ils ont vraiment formé comme Anne, qui n'était pas nécessairement une chanteuse de carrière. Elle a eu des cours, elle a eu vraiment du coaching pour faire sa prestation. Puis il fallait vraiment que le chanteur soit sa coche quand il faisait les scènes, parce que c'est ça, c'est ta voix que tu entends à ce moment-là. Et ça, c'était du jamais vu avant de faire Les Misérables. Puis, tu l'as dit, Anne Hathaway n'est pas une chanteuse professionnelle, pas une chanteuse de formation. Je me souviens, quand je l'ai vue, je trouve que ça se ressent des fois, mais en même temps, ça ajoute un peu au personnage, parce que c'est un personnage qui l'a pas facile, là, Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est que c'est l'émotion qui passe en premier. Mm-hmm. C'est pas la voix, c'est pas comment ta voix est belle ou comment ta voix sonne comédie musicale. Dans tout le film, les voix, oui, sont... Hugh Jackman, c'est un gars de comédie musicale à la base. C'est vraiment... Oui, avant d'être Wolverine. Avant d'être Wolverine, Hugh Jackman. Il était sur Broadway, ce monsieur. Exactement. Il faisait des pirouettes et des stepettes. C'est ça. Hugh Jackman, c'était dans les rôles qu'il a fait. Je suis pas sûre à 100% de ceux qu'il a fait, mais il faudrait que j'aille revoir dans les... mais c'était un prince charmant. Souvent, c'était un peu ça, c'est ce genre de rôle. Genre du Fiyero dans Wicked. Puis c'est ça qui fait que il y a des gens qui sont super talentueux, qui sont des super bons chanteurs, puis les autres qui sont des bons comédiens, comme Jerry Butler, qui n'est pas un chanteur non plus, qui a appris à chanter pour le film. Pas Jerry Butler. Russell Crowe. Russell Crowe. Pourquoi j'ai dit... je mets les deux dans le même... Oui, c'est Russell Crowe, excuse-moi. Ils ont le même casting, les deux. Oui. Lui, ces deux-là, je les mélange, puis aussi, je mélange souvent Bill Murray puis Tom Hanks. OK. c'est deux différents duos d'acteurs que je... Oui, une espèce de connexion dans ta tête qui se fait. C'est ça, les fils se touchent. Mais c'est ça, fait que Russell Crowe a dû apprendre aussi à chanter pour faire Javert, mais c'est tellement des bons acteurs que c'est pas grave si c'est pas à la base des chanteurs. C'est pas leur vibrato qu'on veut entendre, c'est l'émotion du personnage. Puis c'est ça qui passe dans le film. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes des comédies musicales en général? Ben, j'aime que ça mélange le chant, l'acting, la danse. Il y a quelque chose de super ridicule dans une comédie musicale. Puis qui se prend pas tant au sérieux. Tu sais, il y a du monde qui aime pas les comédies musicales, puis je comprends. Parce que c'est vraiment over the top. Tu sais, tu fais une toune, tu parles avec quelqu'un, puis là, tu demandes, tu pars une chanson, puis là, c'est vraiment over the top. C'est super ridicule à quel point ça va. Il y a le numéro de claquette qui dure 20 minutes, puis là, il y a... Fait que je comprends. Mais moi, c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que je trouve drôle d'une comédie musicale. Le fait que ça se prend rarement très au sérieux, à part, mettons, les comédies comme Les Misérables. Mais de façon générale, il y a quelque chose de tellement... Ça respire la joie de vivre. Il y a quelque chose de libérateur, je trouve, dans une comédie musicale. Dans être pas capable de dire quelque chose, parfois, le chanter, t'as une émotion de plus qui peut te permettre de sortir à ce moment-là, ton émotion, là, ce qu'il voulait. Puis il y en a que je trouve, ils ont cette façon-là géniale d'amalgamer tout ça, puis de se moquer même. Tu sais, quand ça vient de méta, moi, je trouve ça drôle. Le Book of Mormon, qui est une de mes comédies musicales préférées ever. De Matt Stone et Trey Parker, les créateurs de South Park. Qui, je trouve, jouent énormément avec ça, avec le fait que c'est un peu, ils savent qu'ils sont dans des comédies musicales, puis ils se moquent de comédies musicales, puis ils se moquent aussi. Ils vont jouer, donnent des pins à Star Wars, donnent des pins à Roi Lion. Tu sais, la comédie musicale, elle est géniale. C'est l'exemple numéro 1. Si quelqu'un me dit qu'il n'aime pas ça, ce style-là, je leur dis écoute Book of Mormon. Ouais. Mais même leur film de South Park qu'ils ont fait en 99, c'est une comédie musicale. Ouais. Et je suis pas un amateur de comédie musicale, même si je sais pas pourquoi je connais plein de chansons de musical. Mais South Park, la musique est incroyable. Ouais. Parfois, là, il y a des bijoux géniaux. Puis là, je dis que, tu sais, moi, j'aime beaucoup les comédies musicales, mais il y en a plein que j'aime pas.
sais, je suis pas quelqu'un qui va aimer la comédie musicale à tout prix. OK. Il y a des choses que je vais pas aimer ou que je vais pas accrocher ou que je fais non, ça c'est pas pour moi ou il y en a des quétaines, il y en a là des comédies musicales qui sont quétaines. Ben, le même réalisateur a fait Cats. Ah oui. Ouais, là, on parle du film là, qui était un échec monumental. Eh mon Dieu! Ouais, Tu sais, on parlait de mettre trop de CGI aujourd'hui. Là, ce film-là, ce n'est que ça. Oh là là! Et c'est raté, là. C'est ouf! Un pauvre Paris qui a été un peu perdu. Mais non, il y en a qu'on va repasser. Mais au contraire, il y en a d'autres qui sont pas super connus. Puis moi, je trouve génial. Il y a une comédie musicale qui s'appelle Something Rotten. Et c'est pas connu vraiment. C'est plus c'est un Broadway, un féerie de Broadway que tu vas avoir entendu parler de ça. Ça se passe à la Renaissance. Mm-hmm. Et c'est l'histoire de Shakespeare qui est comme la rockstar, littéralement, de ces années-là en pièce de théâtre. Puis c'est l'histoire d'un gars, d'un autre monsieur, qui lui écrit des pièces de théâtre, mais tout le monde ne donne des yeux que pour Shakespeare. C'est Shakespeare qui est le plus hot, puis il est bien jaloux de ça. Fait que là, lui, il va voir un oracle. Genre Nostradamus, mais il s'appelle Nostradamos. Là. C'est genre, tu sais, c'est clairement une parodie de Nostradamus. Ouais. Et le gars lui dit que le futur, c'est les musicals. Fait que là, c'est une grosse joke de musical. OK. Tout. Wow. Il se moque de tous les musicals dans ce musical-là. Puis c'est écœurant. C'est vraiment drôle. Si tu trouves des fois qu'un musical, c'est ridicule, mais écoute ça, parce que ça met le doigt là-dessus, là, totalement. Ah, je vais clairement l'écouter, ça. Puis il y a des versions là, sur YouTube que tu peux trouver pour écouter. C'est vraiment, vraiment génial, pour vrai. Ça amène une espèce de ah, c'est vrai que c'est de même! Ah, c'est vrai que c'est de même! Ça, j'aime vraiment ça. Aimerais-tu ça adapter quelque chose en comédie musicale? Et si oui, ce serait quoi? Ben, j'ai déjà écrit des comédies musicales, puis j'aimerais ça faire une revue comédie musicale, genre un sketch comédie musicale. Puis j'ai des idées. J'ai écrit des... En fait, moi, j'aimerais faire un peu ce que Something Rotten a fait, mais genre 2022. Ouais. Ce que j'aimerais faire, c'est... là, je veux pas trop en dire, mais quelque chose qui rappellerait ce que nous, on vit en pandémie. Mais si le virus, c'était la comédie musicale. OK, fait que tout le monde chante. C'est ça. Fait que le virus, c'est que si tu l'attrapes, tu te mets à chanter ou tu te mets à danser. Puis ça, tous les pires clichés de comédie musicale que le monde se met à faire. Fait que puis il y aurait les anti... les personnes qui disent « on veut notre liberté ». Au moins, là, si on se met à chanter, il y a pire que ça dans la vie, mais il y a du monde mettons, qui meurt parce qu'il meurt d'épuisement, parce qu'il danse trop, des affaires de même. Là. Fait que ce serait vraiment ridicule. Je pense qu'il y avait un épisode de Buffy contre les vampires musical où c'est des vampires qui te mordent et tu deviens un musical. Mais je pense que c'est un démon qui transformait tout le monde. Tout le monde se mettait à chanter. Puis mais ça, je me suis dit, hey, mais si ça, c'était pas, mettons, juste un sort, mais que c'était un virus, là, carrément. Là, que le virus, c'est la comédie musicale. Puis le monde qui haït les comédies musicales se met à chanter malgré eux. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Ah, c'est parfait. Fait que c'est quelque chose puis tu peux faire des sketchs avec ça parce que ça peut être juste des numéros, comme le numéro d'amour quétaine de deux personnes qui viennent de se rencontrer puis qui ont pogné le virus en même temps, puis là, ils se tombent en amour puis ils se marient là, dans la même chanson. Ils se rencontrent à l'hôpital, puis... Genre. Oui. Fait qu'il y a plein de potentiel de faire aussi des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, mais de tourner ça en place d'avoir un masque, tout le monde a des bouchons. Tu sais, il y a comme quelque chose qui peut vraiment se transmettre facilement. Puis j'aurais bien du fun à écrire plein de petits numéros, puis à un moment donné, mettre ça ensemble pour faire une espèce de grosse... Une pandémélodie. Oh, ça va venir viral. Il y a quelque chose. Je trouve ça intéressant que dans tes deux choix de films, puis on va le retrouver aussi avec ton plaisir coupable après la petite pause, mais dans Lego Movie et Les Misérables, c'est des films qui parlent de révolution, des films qui parlent de tenir tête à un système. C'est quelque chose qui te fascine, les mouvements révolutionnaires, ou c'est quelque chose que tu as en toi, que tu fais, qui trouve ça un peu romantique, Ouais, ben moi, je trouve qu'on n'avance pas si on change rien. Le statu quo, je trouve que c'est une des pires affaires qui puissent arriver à quelqu'un dans une vie. Là, si tu fais juste vivre puis
En fait, tu vis pas dans ce moment-là, tu fais juste être sur pilote automatique toute ta vie. Donc, le côté révolution, c'est pas nécessairement de toujours aller à l'encontre des normes, mais c'est de pousser plus loin, d'essayer de sortir un peu du quotidien, d'essayer de sortir de qu'est-ce qui... Puis là, je parle plus au niveau personnel, parce qu'il y a des gens qui vont être vraiment heureux toute leur vie, dans une vie qui est rangée, qui est socialement acceptée par tout le monde, puis c'est parfait pour eux s'ils se sentent remplis avec ça, avec leur famille, avec leurs enfants. Mais personnellement, je pense que c'est mon pire cauchemar, d'avoir une vie sans remous, sans rien. Ouais. Donc, ce côté-là, d'essayer de toujours pousser un peu plus loin, de toujours me dépasser, puis en société... on avance si on challenge un peu. C'est vraiment ça, moi, je trouve, qui est intéressant, de voir un peu où est-ce qu'on peut aller. Fait que je pense que c'est ce côté-là un peu rebelle qui fait « Ah, si ça pogne ça, je vais aller là à la place! » Ouais. Ouais. C'est très noble comme façon d'agir, je trouve. Ah ouais? Ben oui. Moi qui trouverais ça niaiseux, mais écoute... Non, parce que justement, ça montre qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres choix. Ouais. Que ce qui est offert plus massivement. Ouais. C'est qu'il n'y a pas juste ce qui se fait à la télé, il n'y a pas juste ce qui se fait dans le réseau mainstream, pour reprendre le terme. Il y a toujours quelque chose d'alternatif. Puis... C'est le fun d'essayer ces choses-là. Autant, des fois, ça ne fonctionne pas, là, autant tu peux te planter solide. Autant, parfois, ça peut arriver à... Tu sais, les sentiers qui sont pas battus, parfois, c'est là qu'il y a des plus beaux trésors. Ben oui, puis ce qui est le fun de ça, c'est des fois, le mainstream va aller piéger là-dedans en disant « Ah, ben, si on l'avait pas vu, on va le faire. » Ouais. Ça ouvre des portes, puis c'est ça qui fait qu'on évolue en tant que société. C'est ça. Puis le jour où ce qui a été récupéré par le mainstream devient trop mainstream, il y a toujours quelque chose d'autre qui va arriver par le champ gauche, puis qui, oui, va être récupéré, mais au moins, ça fait... Comme tu dis, ça fait progresser les choses. Il faut une balance, probablement. Il faut que le mainstream existe pour que le marginal existe et vice-versa. Il ne faut pas que l'un l'emporte sur l'autre nécessairement. Il faut que ça coexiste, puis c'est ça qui fait que tout fonctionne, au final. Oui, c'est ça, exactement. Andy, on va faire une petite pause là-dessus. Et au retour, si le livre Ready Player One t'a donné envie d'entrer dans l'univers luxuriant de l'Oasis, le film, lui, t'a fait vouloir retirer ton casque de réalité virtuelle. Et enfin, on va saupoudrer de la poussière magique sur le château le plus connu des États-Unis avec les films d'animation de Walt Disney. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/onjase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Elisabeth Richard, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Téverge, JF Lebel, John Vanance, Lucie, Noémie Bellefleur, ainsi que tout simplement Joe. Pour vous abonner, visitez le www.patreon.com/onjase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. De retour à On jase de film avec mon invité Andy Saint-Louis, avec qui, en première partie, on a jasé de Back to the Future, de Lego Movie et Les Misérables. Restons dans un film où la révolte, la révolution, le désir de faire tomber un système est encore présent. Avec Ready Player One, un film de 2018 réalisé par le grandiose Steven Spielberg, Monsieur Cinéma. Ça met en vedette Ty Sheridan, Olivia Cook, TJ Miller avant qu'il soit cancellé, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, toujours l'incroyable Simon Pegg, et Mark Rylance.
c'est quoi Ready Player One? C'est quoi ce film-là qui est à la base un roman de l'auteur américain Ernie Cline. Ernie Cline. L'histoire de ce film/livre-là, c'est un jeune homme, ça se passe dans les années 2100 quelques, si je ne me trompe. Je pense que c'est 2040. Ah non, c'est vrai, c'est alternatif par contre. Ouais. C'est pas si loin que ça. Non, c'est 2040 parce qu'il parle des années 80. Fait que c'est pas si loin que ça, sauf que c'est un peu une branche si, dans les années 80, Steve Jobs était en fait Johnny... pas Johnny, mais Hallyday. James Hallyday. James Hallyday qui était le... Steve Jobs et Johnny Hallyday. Johnny Hallyday! Mais je veux voir ça. Allumer le feu! je veux quand même... Ben, il est mort, mais... Un musical de Johnny Hallyday qui joue le rôle de Steve Jobs dans Apple the Musical. Apple the Musical. Je suis là. Je suis à Paris. C'est ça. En fait, c'était si Steve Jobs était en fait James Hallyday, qui avait créé un système, lui qui est un whack des années 80, un génie déjà des jeux vidéo, et qui avait créé éventuellement un système de VR super immersif. Mm-hmm. Et tellement populaire que ça remplace l'Internet. Donc, à la place d'utiliser des ordinateurs pour aller sur Internet, on utilise seulement un casque de VR et la réalité virtuelle augmentée est rendue plus importante que la réalité vraie parce que tout va pas bien. Là. Il y a une crise énergétique dans le vrai monde. Le monde vit dans des stacks, des espèces de trailers, un par-dessus l'autre. Ça va vraiment mal dans la vraie vie. Mm-hmm. Donc, c'est plus facile pour tout le monde de vivre dans la réalité virtuelle. Ouais. C'est comme si tout le monde faisait de l'héroïne, mais sans s'injecter la drogue dans les veines. C'est pas dangereux, mettons, à long terme. C'est une des choses qui est vraiment intéressante dans cette histoire-là. On parle pas vraiment d'une technologie qui vire mal. La plupart du temps, quand c'est science-fiction, le robot se rebelle contre son créateur. Mm-hmm. Il y a toujours quelque chose qui va faire que on a-tu mal fait d'aller dans la technologie. Là, c'est juste... La réalité, c'est ça. Le monde va mal, tout le monde vit dans le virtuel. Et c'est ça qui est la réalité. Et puis l'histoire se passe dans ce contexte-là. Mais c'est pas le point central. Le problème de société de présentement. C'est vraiment juste l'histoire du personnage principal, Wade Watts, qui cherche... Quand on a parlé des Easter eggs plus tôt dans le podcast, là, c'est le point central de l'histoire. C'est une quête de Easter egg. Exactement. James Hallyday, qui était le créateur de tout ce concept-là, meurt. Il n'avait aucun héritier. Il a décidé de léguer toute sa fortune à la personne qui va trouver l'ultime Easter egg dans son système d'exploitation. Donc, partout, dans tout ce qui a été créé. Et c'est des planètes, c'est des mondes, c'est des shopping centers, c'est tout. Il a caché un Easter egg là-dedans. Il part une chasse au coco de Pâques parmi tout le monde. C'est un gros cocoton. C'est un gros cocoton de Laval. Oui. Il y a autant de morts. Oui. Non, c'est ça. En gros, l'histoire, c'est que le jeune, à un moment donné, lui trouve le premier indice. Et là, la chasse qui était stagnée depuis plusieurs années repart de plus belle. Et là, tout le monde se met là-dessus. Et évidemment, les grosses corporations qui ont des systèmes d'exploitation veulent avoir l'œuf pour pouvoir avoir plus de contrôle sur les publicités. C'est comme les gros méchants. Ouais, parce que ça, le gagnant gagne le contrôle du jeu. C'est ça. Contrôle de toute l'Internet, en fait. Ouais, c'est ça. Possèdes Internet. Oui, tu deviens monsieur Internet. C'est ça. Donc, les fournisseurs d'Internet, qui sont pas Internet, qui sont des fournisseurs, ben là, eux veulent gagner l'Internet. Ils veulent gagner toute cette fortune-là puis tout ce contrôle-là. Donc, c'est un peu la bataille contre les jeunes qui sont un peu marginales, là, qui sont des vrais fans férus. Et ce qui est vraiment génial de ce livre-là, je parle du livre, pas du film, c'est que ça va jouer avec les années 80 énormément, de la nostalgie, parce que James Hallyday, qui était Asperger, était un maniaque obsessif des années 80. Oui, de tout ce qui est culture populaire. C'est ça. Musique, jeux vidéo, surtout jeux vidéo, mais musique, jeux vidéo, film, tout ce qui est années 80, il était là juste obsédé par cette époque-là et voulait amener tout le monde à cette obsession-là. Donc, sa chasse au trésor, elle est truffée d'indices en rapport avec les années 80. Ouais. Et c'est ça, c'est dans cet univers-là que se passe tout. Donc, il y a vraiment un gros essor des modes des années 80. Les films, c'est tout rendu hyper populaire parce qu'il y a cette chasse-là qui se passe.
Donc, la prémisse, elle est vraiment intéressante. C'est super le fun à suivre. Le film, le livre, c'est mon livre. Un de mes livres préférés, je le lis à chaque année. C'est comme je l'écoute, en fait. Je suis encore plus ma tante que geek. Je l'écoute en livre audio. C'est Will Wheaton qui lit ce livre. Oui, OK. Ça excellent narrateur. Puis je marche dans les rues, puis je prends mes marches, puis j'écoute mon livre audio, puis je suis bien heureuse. Et moi, j'ai été un peu outragée du film. Pourquoi? Ben parce que dès qu'il avait annoncé qu'il allait avoir un film, je me suis dit comment ils vont faire ça, parce qu'il y a tellement de références des années 80. Beaucoup de références justement à des films de Spielberg. Donc je me suis dit, c'est Spielberg qui le fait, peut-être que ça va ressembler un peu. Le livre est truffé de puzzles, d'histoires qui s'entrelacent, de concepts géniaux dans lesquels tu te ramasses dans un film, tu es le personnage principal du film et tu dois dire les bonnes répliques aux autres. C'est ça le jeu, là, tu vas dans un jeu vidéo, parce que c'était un film, puis il faut que tu te souviennes du film par cœur. Donc, parce qu'il joue à il reprend des jeux comme Joust. C'est ça. Il joue à des vieux jeux d'arcade, il se ramasse dans des films, et malheureusement, le film pouvait pas reprendre... probablement à cause de droits d'auteur, à cause de technicalité aussi, parce que peut-être que c'est moins intéressant de voir du monde jouer à Joust dans un film que de lire à partir de lire sur ça, ou de créer un donjon dans lequel il y a différents obstacles, dans lequel au bout il y a une liche qui veut jouer à Joust. C'est vraiment ça dans le livre, tandis que dans le film, la première étape, la première épreuve dans laquelle tout le monde se ramasse, c'est une course. Où tout le monde doit se rendre jusqu'à la fin de la course, ou une personne, en fait, doit se rendre à la fin de la course, mais tout le monde crève parce que les obstacles sont trop difficiles. C'est un peu comme un genre de Mario Kart. Ouais, mélangé avec Fortnite. Ouais, genre, avec les personnages qui sont là. Et donc, déjà là, dès les premières minutes, on dévie totalement de ce qu'était l'essence du livre, qui était un jeune qui a réussi à trouver avec... son intelligence personnelle, le premier indice, là, c'est juste la personne qui va réussir à vaincre les premiers obstacles qui va gagner. Donc, tout le film s'en va vers ça. Moi, ce qui m'a le plus frustré du film, c'est l'histoire d'amour. Oui, qui est très ridicule. Qui est ridicule. Moi, puis le reste, je comprends les directions dans lesquelles sont allées, parce que c'est pas facile d'avoir tous les droits, c'est pas facile de reprendre. Ils ont fait référence à The Shining d'une belle façon dans le film. Oui, ça, c'est très cool. Ça, c'est le fun. J'aime le fait qu'il ait fait ça. Ouais. Il manque toutes les belles petites piques au bout du livre que moi j'aimais plus. Tu sais, le Monty Python, qui était une de mes scènes préférées dans le livre, où ce que le gars est dans Monty Python et The Holy Grail, puis il faut qu'il fasse toutes les... il faut qu'il refasse le film au complet. C'est avec ça, le film. Toutes les répliques. C'est ça, tu sais, ces références-là, le fait que le gars conduit une DeLorean à un moment donné, que c'est ça son véhicule, mais il n'y en a même pas une dans le film. Tout a été changé. Il y a des références des années 80, mais c'est tout pas les mêmes. C'est tout été... mais je comprends jusqu'à un certain point pourquoi ça a été fait. Moi, ce qui m'a frustré, c'est le fait que le gars, il y a une fille dont le personnage principal, Wade, tombe en amour. La fille veut un peu rien savoir dans le livre. Elle est un petit peu... non, moi, ma job, c'est de trouver l'œuf. T'es dans mon chemin, on va être amis, mais pas plus que ça. Et au fur et à mesure, il se crée une correspondance, puis il jase, puis à un moment donné, il commence à dater un petit peu, mais encore là, c'est pas... Tandis que dans le livre, tout de suite, c'est comme... Il y a quelque chose de super quétaine, comment ils l'ont mis dans le film. Ils se rencontrent, puis ils s'aiment. C'est ça. C'est comme déjà... Moi, déjà, les histoires d'amour dans des affaires de même, là, je trouve que c'est un peu superflu. J'ai vraiment aimé comment ils l'ont mis dans le livre. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce livre-là, parce qu'il amène l'espèce d'histoire d'amour de façon vraiment plus réaliste, que ça marche pas tout le temps. À un moment donné, la fille, elle capote parce que le gars, il indique qu'il l'aime, puis elle fait « Non, OK, non, wait, là, on vient de se connaître. On s'est juste parlé par texto, tu me connais pas. On est sur Internet, tu m'as jamais vu dans la vraie vie, ça marche pas, là. » Tandis que dans le film, c'est « Oh, je ne peux pas, je suis prise et je ne m'aime pas. » C'est vraiment pas la même chose. Je trouve que c'est vraiment... super pitché. Ça m'a vraiment fâchée. En fait, probablement, si c'était fait aujourd'hui, je pense que ce serait une série télé. Ouais. Dans laquelle il y aurait le temps. Débile. C'est ça, dans laquelle il y aurait le temps de développer l'univers, développer les personnages. Mais c'est vrai que c'est
c'est garoché comme Très film. garoché. Tu sais, tant qu'à ça, mets pas l'histoire d'amour dans le film ou donne-y des petits indices. Mais je sais que c'est un film américain dans lequel il faut que les gens voient des histoires d'amour. C'est ça qui m'a vraiment fâché. Ouais. Surtout. Je veux dire, c'est mon principal pet peeve avec le film. Mhm. Mais c'est ça, il y a plein de petits moments. Moi, un de mes moments préférés dans le livre, c'est quand le gars trouve une machine de Pac-Man qui fonctionne, puis qui passe genre 12 heures, non, plus que ça. Il passe peut-être une journée complète à faire une partie parfaite de Pac-Man. Ouais. Et tout ça, ça a été effacé complètement du film. Je comprends, parce que c'est un peu plate de regarder quelqu'un jouer à Pac-Man durant 12 heures. Ça, je comprends pourquoi ils l'ont enlevé. Et parce qu'il reçoit un jeton de ça qui se ramasse à être une vie supplémentaire au moment le plus opportun. Mhm. Et il sait pas, il y a personne qui sait que c'est ça. Il y a juste un jeton dans ses affaires. Même lui, il n'a aucune idée. Le jeton, il peut pas l'enlever quand il gagne ça. Et ça, dans le film, ils l'ont fait que c'est un robot qui lui donne... il a perdu un pari, fait qu'il a dit, bon, OK, je te donne la pièce. Tu as gagné de pari, tu ramasses la pièce. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. Ils ont bien fait... Ils ont bien... Oui, ça, c'est bien transposé. Ça dans le film. Puis c'est un des seuls bouts que j'ai fait, clever. Tout le reste, j'ai fait, non, de la merde, non. C'est même pas... Même le méchant, il a pas l'air méchant. Même, ça marche pas. Effectivement. Fait que c'est un peu ça. J'ai trouvé que côté casting aussi, Wade Watt a l'air ben trop... je sais pas, il a pas l'air du petit geek un peu bonhomme tout le monde. Il est comme trop beau, il est trop buff, il est trop... Tu sais, il y a pas de progression dans le fait que c'est un petit kid, un petit peu enrobé, qui est pas tant... Tu sais... Oui, puis son avatar dans le jeu est pas différent de lui. Non, c'est ça. Là, ils ont vraiment fait comme si tout le monde était des gros jeux vidéo, tandis que lui, il se ressemble quand même. Un peu. Il était un petit peu plus magnifié, là, parce que tout le monde se change un peu pour être plus beau. Ouais. Mais c'est ça, il y a comme quelque chose ils sont sortis un peu de ce qui était l'authentique, je trouve, dans le livre. Mm-hmm. Puis toi, tu disais que t'avais quand même aimé. Moi, c'est un plaisir coupable. Moi, c'est un plaisir coupable. C'est juste... Il y a des références que je trouve le fun. Il y a des... Ben, tu sais, toutes les voitures... dans la course, toutes les voitures qui sont là. Mais je pense qu'ils conduisent une DeLorean dans la course. C'est-tu ça qu'il y a dans Oui. Mais tu sais, t'as la vieille Batmobile des années 60. Mais tu sais, elle revient pas, là. C'est pas un enjeu... qui aille sa DeLorean. C'est ça. C'est plus tard, là, dans le livre, il en achète enfin une. Là, c'est ça. J'étais quand même surpris venant d'un monsieur de 70 ans qui arrive à faire un film comme celui-là, dans lequel il y a quand même beaucoup de références, puis des fois des références hyper pointues à des affaires que même moi je connais pas en culture populaire. C'est quand même, tu sais, il est quand même très dynamique, le film. Il est quand même, tu sais, puis il tient tout le long, toute la séquence quand ils sont dans l'hôtel du Shining. Shining, c'est un de mes films préférés. Ça, c'est une très bonne séquence. C'est une très bonne séquence. C'est très bien reproduit. Je pense même qu'ils ont fait un vrai décor. Je pense pas que c'est du CGI. Je pourrais pas dire. Ou sinon, sinon, juste bravo de l'avoir fait aussi bien que ça. C'est ça, il y a toutes ces affaires-là que je trouve intéressantes. Mais tu sais, au final... C'est ça, c'est juste j'apprécie de voir ces bonhommes-là à l'écran. Mm-hmm. Puis quand le film est fini, je repense plus. T'sais. Ouais. Tandis que dans le livre, il y a des trucs auxquels je repense même souvent. Moi, mes deux passages préférés du film, un moment donné, ils se retrouvent sur une planète genre en vectoriel, là, où c'est juste des... Ouais. Tu sais, ils se retrouvent sur une espèce de planète en vectoriel où il y a une montagne au loin... Puis elle se rapproche jamais. Elle se rapproche jamais. Mais tu sais, je sais pas, il y a quelque chose. Dans la façon que c'est décrit dans le livre, il y a quelque chose d'un peu philosophique qui, moi, me rejoint dans. Je sais pas, dans mes questions existentielles, dans tout le côté comme. Ah oui, je me vois être sur une planète, puis marcher, puis ce que tu vois au loin ne bouge jamais, mais le sol, lui, il bouge. Je trouve qu'il y a des moments comme ça que j'aurais aimé voir dans le film. Parce des petits détails, parce que je le vois tellement dans ma tête de quoi ça peut avoir l'air, de se retrouver là-dedans. Quand il se retrouve dans le quartier d'enfance de Holiday, je pense puis que c'est les années 80, c'est l'automne.
il y a comme une espèce de couleur très particulière. Tu sais, Je le voyais très beige, là, son quartier. ouais, très beige, très... des gros arbres matures. C'est très... Tu sais, c'est le quartier de E.T., là. Oui, c'est les ça. auditeurs, si vous avez vu E.T., c'est ce quartier-là. Ouais. Puis moi, j'ai grandi dans un quartier qui ressemble à ça. Fait que j'aurais aimé voir un personnage se promener là-dedans. Tu sais, J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire une trop grosse différence entre le monde jeu vidéo puis le monde de la vraie vie. Ouais. Dans le livre, ça se rapproche beaucoup plus de la vraie vie avec une augmentation. Ouais. Tandis que dans le film, ils ont vraiment fait, OK, là, c'est jeu vidéo, là, tout est avec des cases partout, il y a des néons, il y a des... Ouais. Il y a comme pas ce côté-là authentique. Ouais. Puis il y a plus de références. Ben, tu sais, c'est un film, je comprends, puis c'est Spielberg, mais tu sais, il y a plus de références au cinéma qu'aux jeux vidéo. Aussi. Tu sais, Effectivement. tous les personnages qu'on voit, c'est des affaires de films. C'est Oui. pas des personnages... Ben, il y a quelques personnages de jeux vidéo. Tandis que c'est beaucoup jeux vidéo dans le livre. C'est vraiment ça, plus ça. exactement. Mais c'est ça, moi, c'est un plaisir coupable. Tu sais, je vais pas le regarder par moi-même, mais si je vois qu'il joue quelque part, Ah, puis que je tombe dessus, je vais faire, je vais le regarder, puis Mhm. je vais m'amuser, tu sais. C'est ça, je trouve que Spielberg est allé un peu en retenue aussi par rapport à lui-même. Tu sais, le film fait beaucoup référence à Spielberg. Ouais, fait qu'il a peut-être pas voulu aller se plugger lui-même. C'est ça, mais il aurait pu. Je pense qu'il est rendu Il là. aurait Alors, pu aller all out. Là. Moi, là, j'aurais aucune... Hey, c'est ça, honte. c'est ça, comme tu veux refaire un moment de E.T., vas-y, t'as le droit, Hey, c'est ton ça film. ça aurait été le fun. Ça puis- tente de refaire Indiana Jones dans ton propre film. Let's go, vas-y. Ouais, ça appelait ces références-là, ça appelait à Ouais. jouer avec ça. Tandis que c'est beaucoup en surface, je trouve. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose... ouais, ce film... Mais tu sais, c'est rare que je suis frustrée après un film. là. J'étais frustrée parce que je l'ai oublié puis j'étais correct. Là. C'est juste que... je sais que j'ai tellement aimé le livre. J'ai tellement aimé le livre que c'est pour ça que le film... Je fais... Ah! Je comprends. Restons dans un univers riche et, selon les théories des fans, interconnecté, avec les films d'animation de Disney. Premièrement, quelle époque de Disney te marque le plus? Oh, les années 90. de Donc, Disney. La Donc, Petite les Sirène, Rois Aladdin, le Roi Lion. Les années d'or de Disney. Oui, des là. grandes années. C'est Jusqu'à Mulan, Hercule. Moulin, Hercule, jusqu'à La Belle et la Bête, qui est dans les derniers, je pense, de C'est un des ces premiers? années-là. La Belle et la Bête, je pense que c'est un des premiers des années 90. C'est des premiers des années 90, je pensais qu'il était plus tard. Ah, t'as peu, non, je suis à Toy Story, moi. OK, ouais. Dans les 2000. Excuse, oui, effectivement. Puis qui est un des... Je pense que le premier film à avoir une nomination aux Oscars pour le meilleur Ouais, ça, c'était La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, Ouais. c'est ça? Pour le meilleur film tout court, là. Ouais. Pas le meilleur film d'animation, le meilleur Ouais, parce que la film. catégorie n'existait même pas de meilleur film d'animation. C'est ça. C'était créé en 2001 avec Shrek, meilleur film d'animation. Ah ouais? Ouais. Ah! Écœurant. Mais oui, moi, c'était mon enfance totale. C'était vraiment... puis j'en ai mentionné un peu avant, les comédies musicales, c'est ça que j'aime, qui m'allume. Puis c'est mon introduction aux comédies musicales, c'était les films de Walt Disney. Ouais. C'est autant j'avais une fascination pour les personnages, moi, en premier, c'était Le Roi Lion, que il paraît que j'ai été obsédée par Le Roi Lion. J'écoutais toujours Le Roi Lion. Mais c'est très bon, le Roi Lion. C'est très, très bon, Le Roi Lion. Puis les chansons marchaient pour... c'est drôle parce que quand j'étais jeune, probablement que c'est les chansons que j'aimais plus. Puis c'est Elton John qui écrit les chansons. Tu sais. Mhm. Peut pas aller vraiment plus haut dans le... C'est très cool. Tu sais, c'est puis un de mes compositeurs préférés, de mes idoles de vie, de façon générale. Et c'est lui qui a fait... puis avec les premiers balbutiements de Hans Zimmer au score, c'était ça, là. Moi, plus j'ai vieilli, plus je me suis dit, OK, les tunes étaient bonnes, mais le score du Roi Lion, Ouais. j'ai des frissons encore à chaque fois que j'entends les premières notes de Shadowland, qui est là, tu sais, na, 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 Oui, na, c'est exactement ça là que je pensais. ça. Tu sais, c'est juste... C'est tellement ça. C'est tellement Ça, c'est ça. le moment où Simba voit son père dans le ciel. Plusieurs moments que ça revient, ça. Il y a la fin avec le Pride Rock, Oui. il y a le moment avec le père dans le ciel, il y en a plusieurs, là, chansons, musique, score en arrière, des scores. Pas le gars, là, pas le Non. méchant.
La musique. La trame sonore. La trame sonore. Mais ouais, le Roi Lion, ça a été une entrée forte en matière pour moi pour la comédie musicale. Puis les autres aussi. Moulin, qui est un de mes préférés à ce jour. Qui juste... L'histoire est bonne, la musique est... Il n'y en a pas tant que ça de musique, puis on l'a écouté il n'y a pas si longtemps avec ma famille, puis je me suis rendu compte de plusieurs affaires que j'avais pas vues quand j'étais jeune. Moulin, je sais pas si tu l'as vu plusieurs fois ou une fois. Il est sorti un moment où j'ai l'impression que je délaissais un peu les films de Disney. J'étais peut-être j'étais pas trop vieux. T'étais pas assez vieux pour les aimer. T'étais trop vieux pour... c'est quand t'arrives à 11-12 ans, là, où que tu t'es plus bon, là. Ouais, c'est ça. Puis Moulin est sorti... il me semble que j'avais peut-être 9-10 ans à peu près quand Moulin est sorti, puis j'ai fait... ça me... Je veux passer à d'autres choses. Puis c'est aussi le fait que c'est une fille héroïne, fait que quand t'es un petit gars, c'est peut-être un petit peu moins, attiré par... Peut-être, je sais pas, mais je me souviens que ça m'avait pas accroché comme d'autres. Moi, je te dirais que jusqu'à Hercule Tarzan... Tarzan, c'est peut-être le dernier dans lequel j'ai embarqué enfant. Là. Après ça, il y en a d'autres qui sont sortis. Puis... Ouais, plus tard, on rembarque. Là. Plus tard, on rembarque, là, c'est sûr. Juste hier, j'ai regardé Encanto, puis j'ai fait comme, bon, tabarouette, sinon, ben... J'aurais plus aimé grandir avec Encanto qu'avec... C'est peut-être hérétique à dire, là, mais... Mais là, ils sont allés chercher quelque chose qui est un petit peu plus large aussi. Ce qu'ils font récemment, c'est plus whitewashé autant que... Non, c'est ça. Mais tu sais, je me suis retapé Aladdin il y a une semaine ou deux, puis... Tu sais, ça marche encore bien. J'aime toujours autant le génie, là. Oui, oui. Il y a un lien direct entre l'humour que je fais et ce que le génie a provoqué chez moi. Ah ouais? Ouais. Faire des voix, faire des personnages over the top, puis toujours dans des références, puis tout ça, ça me parle au bout. Mais ça, tu sais, des affaires avec Aladdin, je me disais, c'est un peu des affaires qui sont un peu douteuses. Tu sais, l'histoire d'amour est un comme peu, dans la plupart des films de Disney. C'est ça. Puis, ben, tu sais, j'arrive avec Encanto, il n'y a pas d'histoire d'amour. Ouais. Puis la chanson We Don't Talk About Bruno. Que c'est juste une chanson sur on parle pas de la maladie mentale, finalement. J'étais comme, tabarouette, c'est élevé. Mais tu disais sur Moulin, je me suis retapé, il y a un moment donné, la chanson Reflection, puis je l'avais jamais entendue jusqu'avant d'être un adulte. Puis cette chanson-là, c'est tellement venu me chercher, le texte est tellement beau. Ouais. Il y a quelque chose dans ce film-là sur la recherche de soi-même qui est très profonde pour un film de ces années-là. Puis, tu sais, la fille qui va se travestir pour aller sauver l'honneur de sa famille, c'est ce qui est plus oriental, mettons, comme qui est plus dans le style du film. Mais quelqu'un qui... Je sais pas, il y a quelque chose qui était fort là-dedans, que c'est la fille qui dit « je vais le faire. Je vais être... » Ils veulent qu'on soit des hommes, là, mais fuck you, je peux le faire en étant une femme, je vais le faire moi-même. Puis, je sais pas, il y avait quelque chose de Moulin qui me fascinait quand j'étais jeune, puis qui me fascine encore plus aujourd'hui. Puis, on l'écoutait, quand je l'ai écouté là, pas longtemps avec ma famille, et le début du film... toute la première moitié du film, c'est là qu'il y a toutes les chansons. Il n'y a pas beaucoup de chansons dans Moulin. Il y a Notre honneur à tous, qui est la petite chanson où toutes les filles doivent être pimpées puis mais en geisha. Il y a la chanson, il y a Reflection, qui est la fille qui se dit « Je me regarde dans le miroir puis je me reconnais pas. Là. C'est pas moi, là, cette fille-là, qui est la femme parfaite. » Il y a notre Be a Man, qui est une des chansons les plus épiques. Celle-là aussi, je la connais. Ah, Be a man, you must be swift as a corsair. Ah, c'est tellement bon. Ça, c'est ironique parce que c'est Be a Man. Oui, puis elle fait très Monty Python comme chanson. Ouais, un peu, ouais, ça fait un peu... ouais. Il y a une espèce d'ironie. Moi, je la vois ironiquement, la toune. Be a man, Be a man, ça veut juste dire, tu sais, soit... Mets tes chaussures puis fais-les. T'es capable de... fait qu'il y a ça, puis il y a l'autre chanson qui est aussi dedans, c'est les filles qui nous attendent à la maison. C'est très, très léger. De façon générale, la première partie est bien légère, toutes les chansons. Et dès que cette tune-là finit, la chanson la plus légère de toutes, là, qui est la pièce où ce que les gars disent « Ah, il y a une fille à la maison pour nous », ça finit
Et il se ramasse à un village qui a été rasé par les flammes. Les gens sont tous morts. Il trouve une poupée d'une petite fille qui a sûrement été tuée aussi avec ses parents. C'est vraiment, vraiment trash comme scène. Ouais. Et il n'y a plus une chanson jusqu'à la fin du film, Ah ouais. à partir de ce moment-là. OK. Ce qui est vraiment spécial pour un film de Disney. Ouais. D'habitude, d'en mettre saupoudre ici et là, même s'il n'y en a pas tant que ça dans certains, comme dans Aladdin, il n'y a pas tant de chansons que ça, mais ils sont... Ouais, tout au long du film, il y en a un peu. C'est ça. Tandis que dans Moulin, à partir de ce moment-là, qui est à peu près la moitié du film, il n'y a plus une toune jusqu'à la fin. OK. Fait que c'est vraiment particulier, puis ça donne le ton. Ça fait, OK, c'était léger jusqu'à ce que la guerre arrive. Et là, Ouais. soudainement, c'est sérieux. Puis la guerre, on chante pas. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus drôle. Là. On peut plus vraiment... Wow. Fait que ça, en l'écoutant plus tard, ça m'a vraiment fessé dessus. J'ai fait, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien pensé de se servir de la musique puis de l'absence de musique pour un switch. Tout à fait. C'est bold. J'ai trouvé ça... il y avait bien des boules de faire ça. Oui, vraiment. C'est quoi tes... Hey, c'est une question très dure. C'est quoi ton top 5, mettons, des chansons de Disney? OK. Remember When She Loved Me? Oui, dans Toy Story 2. Ah, ça, c'est rough comme chanson. Très rough. C'est très rough. On pourrait dire que c'est une chanson lesbienne, en fait. Aussi. Oui, ça peut... écoute, moi, je la vois de... Elle a plein de significations, cette chanson-là. Si vous connaissez pas When She Loved Me, vous voulez broyer un coup, là. C'est qui la chante déjà? Sarah C'est McLachlan. Sarah McLachlan. Qui chante ça, puis c'est Randy Newman qui a écrit la pièce. Évidemment, c'est Randy Newman qui est un génie, qui a fait les pièces, en fait, qui a écrit les chansons de Toy Story. Qui a fait, You've got a friend in exactement. me. C'est lui qui chante dans You Got a Friend in Me. Donc, c'est lui qui a écrit la chanson, puis c'est Sarah McLachlan qui la chante. C'est magnifique. Ça brise le cœur, cette chanson-là. C'est quand Jessie, qui est un personnage, la poupée de Toy Story, se fait abandonner par sa fille, là, sa maîtresse. Là. Fait que c'est un peu ça. Il y a elle, Never Had a Friend Like Me, du génie, qui est dans mon top ever. Très, on parlait tantôt des grandes chansons de comédie musicale. On parlait de la musique des années 20, Ballroom. Ah, c'était carré. Ça l'est, là. C'est ça. Oui. C'est... Ah ouais, non, je capote. Puis j'ai même aimé la version de Will Smith dans le dernier. Très différente. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intelligent, c'est qu'il essaie pas de faire comme Robin Williams, parce que ça aurait été un désastre. Fait qu'il aille dans cette direction-là. J'ai fait, je suis d'accord, go for it. Okay. J'ai fait, oui, vas-y. Fait que j'adore cette chanson-là. J'aime beaucoup... J'ai perdu... Be a Man, qui est dans mon top aussi, totalement. Il y en a beaucoup, des chansons que j'aime là, dans les Disney. C'est pas facile. Vas-y donc, toi, pendant que je réfléchis dans tes préférés. T'en as dit beaucoup que j'aime beaucoup en partant. C'est une bonne question. Je pense que ma préférée là, de tous les temps de Disney, c'est pas la plus connue, c'est celle de Frollo dans le bossu de Notre-Dame, Hellfire. C'est ma préférée. Hellfire. Ouais. Mais c'est parce que c'est comme le seul film de Disney où il y a comme une espèce de charge sexuelle dans le personnage. Oui. Qui est un des méchants les plus terrifiants, je trouve. Il est terrifiant, puis sa chanson est sans pitié. Ouais. Et ce que je trouve fascinant de la chanson, puis je trouve qu'ils sont allés très loin avec ce personnage-là, c'est un homme jaloux et possessif qui chante sa colère c'est un incel, là. Ouais. C'est un gars, c'est un misogyne qui le prend pas qu'une femme ne veuille pas être avec lui. Ouais. Et qui se dit, si elle peut pas être avec moi, je vais la brûler, puis c'est élevé là, comme chanson. C'est un des films les plus dark. Oui, il est sombre. Il est très sombre. C'est très sombre, puis c'est assez ballsy de faire ça. Ce personnage-là, c'est légitimement un des méchants les plus crédibles. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant, une charge de violence dans cette chanson-là, qui détonne de beaucoup de choses, même Be Prepared de Scar
est phénoménale, la chanson, Ouais. mais elle accote pas ça. Celle de Tarzan. Girl, you'll be in my heart. Exactement, ouais. Celle-là, je la trouve super belle. C'est vrai que C'est qui la chante déjà? C'est Phil Collins. Collins. Fait que j'ai toujours un petit Ouais. amour pour Phil Collins en Ah partant. ouais, c'est vrai que c'est une belle pièce. Fait que, ouais, celle-là, je la trouve vraiment le fun. J'en ai une. Hercule, que je trouve Ouais. que, overall, Hercule a un de mes scores de musique préférés. Mhm. Des chansons, là, les chansons qui Ouais. sont dedans, Hercule, même si c'est pas toutes mes préférées, je trouve, overall, dans les meilleures chansons, ça serait Ouais. une excellente comédie Très musicale. gospel. Super gospel. Moi, je tripe Ouais. ce genre de musique-là. I Will Go the Distance. I Can Go the Distance de Hercule. Ouais. I Can Find My Way. Oui. Ça parle de quelqu'un qui n'appartient nulle part, qui cherche son chemin, qui sait qu'il il va jamais arrêter d'avancer avant de trouver la place where he belongs, où il va se sentir à la maison. Ouais. Puis ça venait me chercher sur un plan très personnel. OK. De pas fitter avec personne, d'être avec d'essayer d'avoir une carrière ou d'avoir une vie où tu sens que les gens comprennent pas qu'est-ce que t'es ou ils catchent pas ta personnalité, ou dans son cas, mettons, il est clumsy, il est trop fort, il fait pas. Les gens comprennent pas ça, les gens l'acceptent pas. Puis ça quand j'étais plus jeune, là, puis que j'étais un peu bizarre, puis que j'étais un peu sur le side, puis que, ou même quand je commençais à faire de la musique, puis que l'industrie veut pas de moi, je suis comme... Colin, à un moment donné, ils vont comprendre. À un moment donné, je vais trouver où est-ce que je fit. Ouais. Puis, fait que cette pièce-là, je trouve qu'elle résonne vraiment beaucoup avec ça, cette pensée-là. Ouais, je comprends. Deux auxquels je viens de penser. Vas-y donc. La chanson de Cruella. Oh ouais, Cruella de Vil. Exactement. Parce qu'elle est toute simple. Ouais. C'est juste voix, piano, that's it. C'est vraiment Ils ont bon. pas essayé d'en mettre plus, là. Non. Oui, t'as les images du film, tu la vois dans la fenêtre, tu vois juste sa silhouette qui apparaît Ouais. dans la fenêtre, tout ça, mais... J'ai écouté le film Cruella hier, justement. Ça donnait bien. qui est un peu... qui est pas... Ils ont mis trop de musique dans le film. Ouais. La musique C'est a pris, un jukebox, là, un moment donné. C'est là, un peu puis- jukebox, mais j'ai aimé l'angle de Cruella. J'ai trouvé ça Oui. le fun de voir l'angle. Oui. Puis je trouve que Emma Stone. est Oui, très oui. bonne. Elle la rend très bien. Ouais. J'aime beaucoup la musique dans le livre de la jungle, parce que le livre de la jungle, Ouais. c'est une exploration musicale. Oui, Tout le monde a son thème, tout le monde a sa chanson. c'est vrai. La chanson du roi Louis, ils sont allés chercher. C'est-tu Louis Prima qu'ils sont allés chercher? Qui est un super chanteur à l'époque. Tu sais, puis ça, tu sais, tout le monde a son style, mais c'est tout des formes de jazz Oui, dans le film. Puis tout le monde est dans un espèce de jazz un peu weird. ça me fait penser un peu à La Princesse et la Grenouille. T'as-tu vu le film? Après, ouais, je l'ai vu comme une fois, Une puis fois? ça m'a Les- pas marqué. Les tunes dedans, moi, le film n'est pas marqué tant que ça, mais les tunes, Ok. Bayou, c'est vraiment New Orleans, Mhm. le style. Puis ça m'a fait penser un peu à l'espèce d'esprit Livre de la jungle. OK. Surtout, tu sais, You're gonna dig a little deeper. Dun, 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 dun. Il y a vraiment une espèce de... C'est très, très, très New Orleans, jazz Ok. de ces années-là. Puis ils ont poussé la note là-dessus. Puis je trouve que la musique là-dedans, il y a vraiment un feel... un peu comme ça. Chaque personnage a son style. Ça, il y a le crocodile qui joue du Louis Armstrong, qui joue de la trompette. Ouais, Il y a ouais. la Luciole, qui est une référence à Ray Charles. Il y a vraiment toutes des petites... C'est le fun à écouter Ah, je savais pas avec, tout ça. ouais, avec cet esprit-là. OK. Toutes les chansons, t'entendras une espèce d'influence New Orleans de là. Puis ça, c'est plus pour ça, moi, que j'ai écouté Ok. le film que pour l'histoire qui est très... La fille qui embrasse... Puis pour rester dans le jazz, la chanson des Aristochats, Ah ouais, c'est Everybody bon, ça, Wants to Be a Cat, Ouais. c'est tellement le fun. là. C'est un classique. Ben oui, c'est ça, mais il y a ça quand même chez Disney. C'était du monde qui tripait sur le jazz là, dans les Ouais. années 60, 70. Puis ça se ressent jusque dans le dessin, ça se ressent dans Ouais. tout. Puis C'est un peu quelque chose que je trouve... c'est rendu plus générique, les Disney aujourd'hui, les nouveaux qui sont sortis. Ouais. Là. Encanto, ils ont bien fait quand même, mais il y a quand même parfois, je trouve, un petit...
Ils ont bien mis une twist à Encanto, Ouais. mais d'autres films du genre La Reine des Neiges qui, selon moi, est un peu overrated. C'était les chansons dans le film, c'est penser à les chansons dans Réponse qui étaient avant. Ouais. Et c'est un genre de copier-coller de ces pièces-là. C'est le ton And at last I see the light qui est dans Réponse. Bon, ben dans Frozen, il y a For the first time in forever. C'est un peu la même chose. C'est la même maudite affaire. Il y a beaucoup, beaucoup de ça. On dirait qu'il arrête de pousser parfois. Puis ça c'est pour ça que j'ai vraiment aimé les années 90, parce que c'était vraiment l'exploration. On veut avoir du fun avec les chansons. On leur donne vraiment une saveur. Puis qui retrouve un peu avec Encanto, je trouve aussi. Mais c'est ça. Tu sais, les années 60, 70, c'est des chansons très jazzy. Années 90, c'est dans le gros musical, Broadway. Ils sont allés chercher du monde de Broadway, puis ça se ressent. Ah oui, il y a Madeleine Ken qui est un génial Broadway. Puis... on l'a pas mentionné, mais Be Our Guest. Ah ouais, un classique, oui. De la Belle et la Bête. C'est le fun, là. C'est que du plaisir, mais oui, c'est ça. On est dans cette époque-là. Dans les films des années 80 de Disney, je pense qu'ils ont peut-être moins de chansons ou... C'est quoi les films des années 80? Il y en a un qui est le fun, c'est Basile, détective privé, que j'aimais beaucoup. Puis je me souviens que le méchant, il y a une chanson. Ça me dit rien. Je suis peut-être moins connu ces années-là. Ouais. J'existais pas. Le méchant, c'est un gros rat, là, Ratigan. Puis, ok, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, ce tune-là était le fun. Mais pour vrai, je connais pas les autres chansons. Puis c'est peut-être une époque qui m'intéresse moins dans les films qu'ils ont pu faire. Mais non, c'est ça. Toutes les années 90, il y avait des super bonnes chansons. Puis que je l'avoue, oui, puis que je l'avoue sans gêne, j'en écoute de temps en temps certaines de ces musiques-là. Puis j'y joue sur ma chaîne Twitch, j'ai plein de chansons de Disney. Puis il y a de moins en moins une stigmatisation de ça. C'est pas bébé de jouer les tunes de Disney. Non, c'est ça. Les tunes intelligentes, c'est le fun. Puis, ils sont bien composées, ils sont bien écrites. C'est ça. Puis c'est le fun. On dirait que de moins en moins, les gens se sentent mal d'aimer de quoi qui est supposé pour les enfants. Ouais. Puis Can You Feel the Love Tonight, cette chanson-là pourrait ne pas appartenir au Roi Lion, puis ça aurait été un hit quand même de Elton John, c'est bon. C'est ça, anyway. C'est ça. Mais ça serait sorti de même sur un album, puis ça aurait joué à la radio de la même manière. Oui, non, clairement. Ouais. Ah, c'est des classiques. Fait que là-dessus, Andy, quel plaisir ça a été de jaser avec toi, on jase de film. Si on veut te suivre, si on veut te découvrir sur les réseaux sociaux, on va où? On cherche quoi? On cherche soit Andy Saint-Louis sur Facebook, Instagram et YouTube, ou Andy the Frenchie pour le Twitch et Twitter, pis ces affaires-là. C'est plus l'international. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année? Où est-ce qu'on va pouvoir te voir? À plusieurs places, surtout pour Internet ces temps-ci, avant que tout recommence. Je vais être beaucoup... Je suis sur Twitch les 3 jours par semaine, donc les lundis, mercredis et samedis. J'ai un horaire sur ma chaîne. Vous pouvez venir voir ça. Et à chaque dernier samedi du mois, je fais un spécial franco. Donc, je parle en français, en fait, tout le stream. Vous pouvez demander des chansons en français en anglais quand même, mais le stream est tout en français. Puis ça commence à la prochaine saison en mars de Andy the Frenchie. Puis je vais aussi être en animation au festival à la chanson de Grande B. Jamais trop tôt, le festival. Bravo. Pour plus jeune en juin. Fait que tranquillement, ça s'en vient, les petits projets. En espérant qu'il y ait de plus en plus de festivals en 2022 qu'il y en a eu en 2020-2021. On se le souhaite. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Andy Saint-Louis, on a jasé de film.